Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir tout le monde, vous êtes sur Géopolitique Profonde, sur le live de Géopolitique Profonde, la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube Game. Et ça, n'hésitez pas à le dire à tout le monde, à vos voisins, à vos amis, à le partager, à le retweeter, tout ce que vous voulez. Et à chaque fois de venir, n'hésitez pas à venir sur Géopolitique Profonde parce que c'est ici que ça se passe. Alors aujourd'hui, je suis en direct du Québec avec notre ami Jean-Jacques Nantel, ingénieur géophysicien québécois, diplômé de Polytechnique de Montréal. Il a écrit un livre sur la géopolitique, Vivre dans un univers qui s'éteint. On va parler ensemble de banques, de failles des banques, du système bancaire, de débancarisation, de sortie d'argent des banques. Est-ce qu'il faut sortir l'argent des banques? Est-ce que les banques sont encore sûres ou est-ce que les banques vont s'effondrer? Tout ça, on va en parler sur ce live de Géopolitique Profonde avec Jean-Jacques Nantel. Bonjour cher Jean-Jacques, comment allez-vous? Je ne me suis pas trompé dans la présentation, c'est bien ça, c'est bien. C'est bien ça, c'est bien. Ça. Il y a juste une chose que j'aimerais ajouter. Le livre que j'ai écrit, il est disponible sur Amazon. Alors voilà, oui. Vivre dans un univers qui s'éteint, achetez-le sur Amazon. D'ailleurs, l'univers qui s'éteint, vous sentez que on est dans un monde ou une société peut-être qui s'éteint? Non, là en fait j'ai fait une erreur avec le titre parce que c'est l'univers. Ce sont les étoiles qui s'éteignent. Ah, d'accord. Bon. C'est les lois de la thermodynamique. Alors, c'est de ça dont je parle. Il y a seulement 4 éléments dans notre univers qu'on connaît de façon sûre. L'espace, le temps. Ça, c'est le théâtre où se passe l'histoire. Vous avez la matière et l'énergie. On sait que la matière et l'énergie, c'est la même chose. C'est l'équation d'Einstein. Énergie égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Alors, le fait que en thermodynamique, il y a toujours de la perte. Toujours de la perte quand on fait un transfert d'énergie. Alors, ça oblige donc à ce qu'on fasse du profit. Dans tous les animaux, toutes les plantes, tout le monde doit faire des profits pour compenser la perte. C'est ça essentiellement. Puis là, j'ai analysé tout ce qui se passe autour de moi. Puis là, j'étais sûr d'avoir trouvé l'idée de base pour analyser tout ça, parce qu'il y a seulement 4... Oh, il y a l'antimatière. L'antimatière, c'est de la matière. C'est la matière noire, l'énergie noire, etc. En fait, c'est juste pour vous dire qu'est-ce que c'était ce livre que j'ai fait. Alors, c'est vous avez fait Polytechnique, vous êtes surtout ingénieur. Oui. Mais vous vous intéressez beaucoup aux banques. Oui. Comment ça vous est venu? Ben, c'est que, j'aime l'histoire, j'ai une formation géologique. La géologie, c'est sur des millions d'années. On calcule plus ou moins 5 millions d'années. C'est un petit peu loin de la prochaine élection. En histoire, c'est des siècles, les évolutions des civilisations, tout ça. Puis moi, j'ai beaucoup voyagé. Alors, j'ai été dans une centaine de pays. J'ai passé 15 ans à l'extérieur du Québec, etc. Alors, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à ce qui se passait. Puis la crise de 2008, j'étais en Chine à ce moment-là. Je l'ai vécu de loin, puis j'ai vu ce qui se passait. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser énormément à tout ce qui se passait au niveau de l'économie. Et les banques, si vous n'avez pas de banque dans un pays, tout s'arrête. Parce que vous ne pouvez pas payer votre loyer, vous ne pouvez pas payer l'électricité, le gaz, enfin tout ce que vous voulez, parce que tout a été centralisé sur les banques. Alors, les banques, c'est un élément essentiel de notre système économique. Alors, très bien, vous avez raison. Mais regardez, avant les années 70, les gens étaient payés, en tout cas en France, je ne sais pas au Québec, mais sûrement vous me direz si c'est ça ou pas, ont été payés par semaine et en espèces. Donc, il n'y avait pas forcément besoin de banque. C'est-à-dire que le législateur, enfin l'État,
a décidé qu'il fallait, ce que vous venez de dire, à ces banques d'avoir un rôle central. Est-ce que, justement, on peut revenir à cette époque-là où on était payé en espèces et on n'avait pas besoin d'avoir une banque de dépôt? D'accord. OK. Ça, c'est très intéressant parce que c'est un des sujets les plus surprenants dont je vais parler. C'est que les gens, en général, ils pensent que l'argent, ça vient du gouvernement. C'est le gouvernement qui crée l'argent. C'est-à-dire que l'économie croît, puis en croissant, ils ont besoin de. Puis la Banque centrale imprime de l'argent. Tout ça, c'est des mensonges. 97, écoutez ça parce que c'est intéressant. 97% de l'argent qui est créé par des banques privées, des banquiers privés qui ne sont pas élus. 97%. Et seulement 3%, ça c'est l'argent électronique qui passe par les banques. Et 3% est créé par les banques centrales, c'est-à-dire ce dont vous parliez à l'époque, c'était des dollars et dans votre cas, c'était le franc et avec des centimes. Au Québec, jusque dans les années 30, les banques imprimaient leurs propres dollars. Il y avait des dollars de la Banque de Montréal, des dollars de la Banque Toronto-Dominion, etc. Le gouvernement a pris l'impression pour uniformiser tout ça à travers le Canada et ils ont créé avec la Banque du Canada le papier-monnaie. Puis par la suite, quand les gens se sont habitués à faire affaire avec les banques, il y a toujours eu des banques. Les banques, ça date de très, très longtemps. L'histoire économique des banques, ou si on veut, des simili-banques, ça date de milliers d'années, là. Et il y a beaucoup de choses qui sont très mal comprises dans les banques. Alors, par exemple, qui est-ce qui crée l'argent? La monnaie. Alors, les gens, ils s'imaginent que c'est la Banque centrale, comme vous dites, qui imprime de l'argent et qui donne ça aux employés. Ça nous est arrivé ici, mais comme je vous dis, c'était les banques privées qui mettaient de l'argent, comme le gouvernement. C'est très surprenant, mais la création monétaire, OK, vous décidez d'acheter une maison, 200 000 €. Bon, vous entrez dans la banque, vous vous asseyez devant le monsieur. Vous dites, j'ai besoin de 200 000 € pour acheter une maison, telle maison. Il dit, c'est parfait. Alors, ce qu'il fait, il écrit deux papiers différents. C'est une image là, parce qu'il met ça dans son bilan. Dans un bilan, n'importe quel bilan, il faut que ça s'équilibre. Il faut que le passif soit égal à l'actif. Alors, ce qu'il fait, il écrit deux papiers. Il va écrire Jean-Jacques Nantel doit 200 000 $ à la banque. Ça, c'est moi qui dois à la banque dans laquelle je suis entré. Et le deuxième papier, c'est la banque doit 200 000 €. Si j'ai dit des dollars, on va dire des euros. 200 000 €. Rien de plus. Ils ne doivent le 200 000 € à personne. Ils créent de l'argent. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré dans la banque, le 200 000 € n'existait pas. Ils l'ont fait créer, ils l'ont fait apparaître au passif et à l'actif de la banque. Et il y a 200 000 € qu'ils me donnent et que moi, je vais donner aux constructeurs de la maison, tous ceux, les plombiers, tous ces gens-là. Il y a 200 000 € qui viennent d'être créés, qui viennent d'apparaître dans l'économie. Et là, ce qui se passe, c'est que ces gens-là prennent le 200 000 € et le dépensent pour vivre, s'acheter une voiture, etc. Bon. Quand vous remettez le 200 000 € à la banque, parce que moi, je suis en train de remettre régulièrement, je paie des intérêts. Au début, c'est beaucoup d'intérêts, peu de capital. Après, c'est beaucoup de capital et votre image a disparu. Beaucoup de capital et peu d'intérêts. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à mesure que moi, je rembourse ma dette de 200 000 €, les deux, oui, mon autre main, les deux baissent en même temps. Et ça finit par disparaître. Ça, c'est la destruction monétaire. Alors ça, c'est tout à fait stupéfiant. Les gens qui décident combien vaut l'argent que vous avez, combien vous allez payer de taux d'intérêt, c'est des banquiers privés qui marchent dans la rue, qui n'ont jamais été élus. Et le résultat, c'est qu'ils se font payer des intérêts sur 200 000 € qui n'existaient pas quand j'étais à la banque, quand je suis rentré dans la banque. Alors, les gens, ce qu'ils s'imaginent, puis ça, c'est beaucoup de gens, c'est la vaste majorité de la population, ils s'imaginent que les banques, ils prennent les dépôts de M. Borowski, vous avez déposé 200 000 €, la banque est entre les deux, elle me transfère le 200 000 € à moi,
puis que ça tourne en rond. Non. C'est la banque qui a créé 200 000 euros. Maintenant, la seule chose c'est 97% de la création monétaire et de la destruction monétaire. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire qu'en fait, pour ceux qui ne comprennent pas, spécialement l'économie et ceux qui nous regardent, ça veut dire que la banque crée 200 000 euros sur rien, en fait. Parce que la banque a besoin de 200 000 euros, en claquant des doigts, on va dire, elle crée 200 000 euros. Elle pèse sur un bouton, il y a 200 000 euros qui est créé. Et les banques, ce qui est incroyable, c'est que le 200 000 euros, ils se font payer. Par exemple, les gens pensent que moi, j'emprunte 200 000 euros, je paie 5 d'intérêt et la banque donne 3 d'intérêt à M. Borowski. Non, il ne paye rien à M. Borowski. Zéro, il n'y en a pas. Il n'y a personne derrière ça. C'est de l'argent qui est créé à partir de l'ère du temps. Et c'est pour ça elles sont si riches, les banques. C'est qu'elles reçoivent des intérêts sur de l'argent qui n'existait pas quand je suis rentré dans la banque. La majorité des gens croient que c'est ce que j'ai dit, que vous avez passé 200 000 euros, que moi je l'ai emprunté, la banque prend 2 elle me demande 5 et vous recevez 3. Il n'y a personne qui paye le 3 Ça n'existe pas. Bon. Et c'est tellement surprenant comme phénomène que des banquiers ne le croient pas. Moi, je me suis astiné. Ça existe depuis combien de temps, ça? Est-ce que ça, par exemple, au 18e ou 19e siècle, la banque faisait comme ça? Oui, ce qui est arrivé, ça a commencé à Venise, là, dans le temps des épices, là, parce que l'Italie était le premier pays occidental à avoir accès par des passes montagneuses à travers les Alpes à la France, à l'Allemagne, à l'Autriche, etc. Alors, ça a commencé à Venise. C'est que ce qui arrivait, c'est que c'était très dangereux de se promener avec de l'or. Puis vous faire attaquer, puis vous faire voler, puis vous faire menacer, kidnapper votre femme. Alors, les banquiers de Venise, qui habitaient dans le ghetto est un quartier de Venise, ils s'assoyaient sur des bancs, banco en italien, en espagnol, etc., c'est un banc. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça la banque. Et les chrétiens n'avaient pas le droit de passer de l'argent à intérêt. C'est interdit. Alors, par la religion. Alors, ce sont les Juifs qui sont installés dans le ghetto. Les gens allaient les voir, puis là, ils disaient, ben moi, je vais te passer à 4 ben c'est beaucoup plus élevé à l'époque parce que c'était plus dangereux. Et là, ils disaient aux gens, on fonctionne avec de l'or partout. Parce que les gens, c'était pas de l'or, en fait. Il y a presque personne dans l'histoire qui a acheté des choses avec de l'or, ça vaut trop d'argent. Aujourd'hui, ça vaut 2000 $ la pièce d'or. Alors, oubliez ça, là, vous ne pouvez pas acheter, je sais pas, des robes pour votre femme ou une voiture ou n'importe quoi. Ben, une voiture, oui, mais du pain, oubliez ça. Alors, d'ailleurs, on dit de l'argent. De l'argent. On dit pas de l'or, on dit de l'argent. On utilise l'argent. C'est parce que les gens utilisaient l'argent, puis ils mettaient du cuivre dedans, etc. Et c'est ça, c'est avec ça. Et l'or, c'était une réserve de richesse. Alors, ce qui se passait, c'est que les Juifs de Venise, Florence ensuite, les Médicis étaient des chrétiens, mais ils ont trouvé un moyen de contourner l'interdiction de mettre des intérêts. Ils chargeaient un frais de travail, un frais de transport, ces choses-là. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les banquiers de Venise, c'est eux qui ont commencé ça, ils ont dit aux gens, promenez-vous pas avec de l'or, vous allez vous faire tuer, vous allez vous faire attaquer, vous faites tout perdre, vous faites échapper. Bon. Alors, ils ont dit, ce qu'on va faire, on va garder l'or dans notre dépôt, dans le haut de notre tour, là, il y a des villes, il y a encore une ville en Italie où on voit ces tours-là. Là. Ils mettaient l'or dans le sommet de la tour, puis ils disaient aux gens, je vais te donner un papier, puis moi, il y a des Juifs partout dans le monde. Alors, vous allez simplement prendre, vous me donnez l'or, moi, je vous donne un papier qui garantit que vous avez vraiment déposé cet or-là. Vous vous rendez à Londres, puis vous échangez à Londres contre de l'or. Alors, il n'y a pas de danger. Alors là, les gens commençaient à faire ça, puis comme ça marchait très bien à Venise, ça marchait bien à Londres, ben les gens ont laissé leur or chez les Juifs, puis ils ont commencé à faire des échanges avec des papiers. C'est le début de la monnaie de papier, de la monnaie bon. Et là, ce qui est arrivé, c'est que les Juifs ont réalisé à Venise, ils ont dit, les gens viennent pas chercher l'or, ils en veulent pas de l'or, parce que c'est trop dangereux, on peut le perdre, on peut se le faire voler. Alors, ils ont dit ce qu'on va faire, ils ont réalisé qu'il y avait seulement que 10% et moins des gens qui venaient chercher leur or, des gens qui quittaient le pays, des politiciens qui se sauvaient. Alors, ils ont dit, regardons ça,
il y a seulement que 5% des gens ou 10% des gens qui viennent chercher l'or. Ça veut dire que l'or qu'on a transformé en papier, on peut le passer 10 fois parce qu'il y a seulement que 10% qui vont venir le chercher. Alors, on peut le passer 10 fois. Ça a été le début de ce qu'on a appelé la réserve fractionnaire. Et les gouvernements, à mesure que l'économie s'est développée, l'Italie était très, très riche à cause des épices qui venaient de Turquie. Donc là, c'est rentré dans les mœurs. Alors, les banques ont commencé à garder beaucoup moins de ressources que ce qui passait. Évidemment, ils passaient 10 fois plus d'argent, le même principe que ce que je disais tantôt, et se faisaient payer de l'intérêt sur le total. Bon, ça, c'est rentré dans les mœurs et c'est... Maintenant, il y a un problème. Si une banque, vous savez que crédit, c'est la même racine que credo. Credo qui veut dire je crois. Si vous avez confiance, vous l'avez fait une fois, la première fois, vous avez peur, transférer avec un papier de Venise à Londres, mais quand vous l'avez fait 20 fois, 50 fois, ça fonctionne depuis 50 ans, un siècle, oh ben là, vous dites c'est sécuritaire. Et là, les banques, c'est de la fraude. Logiquement, philosophiquement, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils sont censés avoir l'argent qui ont passé aux gens et non pas 10 fois plus. Alors, ce qui est arrivé, c'est que c'est rentré dans les mœurs que les banques pouvaient faire. Mais regardez, si une banque peut créer dans son bilan 200 000, 1 million, 10 millions, ou que sais-je, 1 milliard. Ou 1 milliard, comment se fait-il que la situation des banques est si fragile? Qu'il y a eu par exemple la crise de 2008 qui a failli les faire tomber, qui a failli faire tomber le système, et où là dernièrement Crédit Suisse qui a failli se faire faillite aussi. Comment on l'explique ça? Qui a été racheté par UBS. Qui a été racheté par UBS. Comment on l'explique ça? Oui, c'est que la raison pour laquelle les gens utilisaient ce système bancaire avec du papier, juste des reconnaissances de dette, puis quand ils arrivaient à Londres, ils refaisaient la même chose, puis ça circulait partout en Europe, c'est devenu beaucoup plus facile avec du papier qu'avec de l'or. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que les gens se sont habitués à ça, puis là, ils avaient confiance. La confiance, ça, c'est d'une extrême importance. Quand vous avez un truc comme 2008, c'est qu'ils ont fait des erreurs. C'est que si, par exemple, les gens commencent à avoir des doutes sur la solidité d'une banque, ben là, les gens retirent leur argent, mais là, c'est beaucoup plus que 10%. C'est 20, 30, 50, 60%. Puis quand la panique prend, ça s'appelle un bank run en anglais, c'est-à-dire les gens courent à la banque pour récupérer leur argent et ils perdent de l'argent, il y a quelque chose qui est arrivé. Alors, c'est pour ça que pour les banques, c'est aussi important de mentir, de tricher, de tromper, de donner l'impression de stabilité, de force, de richesse. Alors, si vous allez dans une banque, pour commencer, ils ont Henri Guillemin a très bien expliqué ce qui est arrivé pour la Banque de France, qui a été créée par Napoléon. Il a besoin d'argent pour faire sa guerre. Louis XIV disait, pour faire de la guerre, ça prend 3 choses. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Alors, les banquiers ont été voir des financiers, ils ont dit à Napoléon, on va te donner l'argent dont tu as besoin. Évidemment, il y a des règles, mais tu nous laisses imprimer de l'argent. Et il y a un gars qui s'appelle le premier Rothschild, qui avait 5 frères éparpillés un peu partout dans les grands pays. Il avait dit une fois, il dit, si vous me laissez contrôler l'argent d'un pays, je ne vais pas me soucier de qui fait les lois, parce que je contrôle le pays. Par ses banques, par ses échanges, je peux sortir l'argent du pays comme il veut. Personne ne sait ce qu'ils font. Un autre, alors, Napoléon, la Banque de France était une banque privée, par des individus privés qui faisaient ça pour faire de l'argent. Alors, ils se sont dit, si on fait ça, on dit c'est la banque de Rothschild, par exemple, c'est avant, non, c'est pendant Napoléon Rothschild. Alors, si on appelle ça la banque Rothschild, les gens vont dire, oui, ben là, alors, ce qu'ils ont dit, non, on va rassurer les gens, la confiance. On va appeler ça la Banque de France. D'abord, c'est pas du tout, ça appartient pas du tout à la France, ça appartient à des intérêts privés. La Fed aux États-Unis, c'est la même chose. Ça s'appelle Federal, Aujourd'hui, la Banque de France est une banque publique. Elle a été nationalisée. Elle n'est plus privée comme du temps de Napoléon. Non, ça, on est d'accord, mais c'est la même chose qu'on a au Canada. Au Canada, la Banque du Canada appartient au gouvernement fédéral qui a les actions de la Banque du Canada. Mais c'est sans importance parce qu'ils savent pas ce que les banquiers font. Vous savez que Alan Greenspan, celui qui dirigeait la Fed il a été très, très important pendant une douzaine d'années.
il a dit un jour, puis il l'a dit à plusieurs reprises, il n'a pas échappé ça. Il dit, si vous comprenez ce que je viens d'expliquer, c'est parce que je me suis mal exprimé. Vous comprenez? Autrement dit, l'idée, c'est de tromper les gens. Comme ils ont passé une loi, ça, on va en parler un peu plus tard, ils ont passé une loi dans tous les pays occidentaux qui dit qu'en cas de crise grave, s'il y a un gros bank run, puis que les gens vont retirer leur argent, c'est qu'ils n'ont pas l'argent parce qu'ils ont seulement... Au Canada, c'est 0. Mais d'habitude, c'est 10%, 7%, 8% qu'ils doivent garder dans leur cagnotte pour rembourser les gens qui viennent chercher leur argent. Est-ce que ça signifie, cher Jean-Jacques, oui? Que les gens, depuis 2008, n'ont plus confiance dans les banques et commencent à comprendre le système bancaire? Oui, mais vous savez, comme je disais tantôt, il y a des banquiers. J'ai parlé à des banquiers qui ne croyaient pas ça, que les autres ils étaient sûrs que c'était une banque de dépôt. Les banques, c'était des banques de dépôt. Vous déposez de l'argent, moi, je l'emprunte. Puis quand je le rembourse, ben, ils vous remboursent vous. Les gens ne le croient pas. Carrément pas. Mais là, évidemment, ils commencent à se douter de quelque chose. Parce que c'est ce qui se passe avec les banques actuelles, c'est que les gens commencent à en douter, mais ils ont besoin des banques. On ne peut pas s'en passer. Vous pouvez pas. Oui, c'est possible de le faire, d'aller chercher du papier là, à la banque. C'est mon argent, ils vont vous le donner. Mais si vous y allez et vous demandez à la banque, est-ce que vous pourriez me donner 20 000 €? Vous allez être surpris des questions qu'ils vont vous poser. Qu'est-ce que vous demandez? Hein? Dites-nous, parce que, vous savez, dites-le nous, parce que les gens, et ça j'en ai parlé avec monsieur Delamarche, et les gens ne le croient pas. Donc je voudrais bien entendre ça de votre bouche. Oui, effectivement, c'est que quand le gars veut retirer, Charles Gave a donné un bon exemple. Il dit, il y a une femme, un homme, il voulait déplacer 20 000 €, quelque chose comme ça, de sa banque à une autre institution financière. Puis le gars, il a demandé qu'est-ce que je voulais faire avec ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, je veux faire ça. Puis là, combien de versements? Il posait toutes sortes de drôles de questions. Ben, il dit, là, je comprends pas, là, c'est quoi le problème? Là, c'est mon argent. Transférer l'argent, comme je vous le dis. Mais non, c'est pas votre argent. Il s'est fait répondre ça. C'est pas votre argent. Tant que l'argent est dans... Tant que l'argent est... Ça veut dire que votre argent n'est pas votre argent. À qui il est alors? Non, il appartient. Tant que votre argent est dans la banque, il appartient à la banque. Quand ils vont vous le redonner, ils vont vous le redonner, surtout là, parce qu'il y a des problèmes qui se développent. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est comme ça dans tous les pays, quand vous déposez l'argent à la banque, vous passez votre argent à la banque. Ça devient la propriété de la banque jusqu'à ce que vous arriviez à le retirer. D'habitude, il n'y a pas de problème parce qu'on a développé tout un système économique, les entreprises, les individus, les familles, tout ça. Ils ont besoin d'avoir... Puis les gens fonctionnent par écriture. Alors, mais quand légalement, votre argent n'est plus à vous, vous avez simplement une reconnaissance de dette de la banque, ça appartient à la banque. Si la banque fait faillite, vous perdez votre argent. Alors, pour rassurer les gens, c'est ça l'idée, comme les banquiers font, c'est de la fraude depuis Venise, puis depuis Florence, là, dans le temps du ghetto. Alors, comme les gens sont pris dans le système, ils en ont besoin, ils ont pris l'habitude. Il y a très peu d'échanges aujourd'hui qui se font avec du papier, avec des pièces de monnaie. Alors, vous allez à la banque, vous avez pris l'habitude, mais là, le problème, c'est que vous vous dites, qu'est-ce que je fais avec mon argent si ça va mal? Mais là, vous allez avoir un bank run. Un bank run, quand les gens vont à la banque pour retirer leurs fonds, la banque ferme. Ils ferment la banque immédiatement. Attendez, alors, si l'argent n'appartient pas aux gens, comment peut-il y avoir bank run si les gens ne peuvent pas retirer leur argent? Parce que vous me dites que, par exemple, si demain, voilà, il y a un bank run, je vais dire, on va tous retirer nos 10 000 € à la banque. Mais la banque refuse de donner les 10 000 €. Donc, comment peut se produire ce bank run? Parce qu'ils ne les ont pas. 90% et plus des échanges se font par écriture, qui passent par les banques, qui passent par les compagnies de finances, toutes ces choses-là. Les gens écrivent. Puis là, ben, évidemment, les banques, c'est eux qui font le transfert des argents. Mais comme ils ont seulement au Canada, c'est 0%, mais d'habitude, c'est 8% qu'ils doivent garder dans leurs fonds, comme les Juifs de Venise, pour rembourser les gens qui viennent chercher de l'argent. Il y en a beaucoup qui le font.
Moi, je l'ai déjà fait, retirer 15 000 j'en avais besoin, je l'ai retiré. Mais ça va quand c'est normal. Mais quand vous avez un bank run, c'est-à-dire je l'ai vu, j'étais en Argentine en 2001 quand ça s'est produit, il y avait littéralement des files de déposants de 3 rues de long pour aller chercher leur argent. Puis les gens étaient en colère parce qu'ils ont bloqué les banques. Parce que quand il y a on appelle un bank run, ils ferment la banque parce qu'ils peuvent pas, ils l'ont pas. Et vous savez, c'est ça le principe, c'est que le principe des banques, c'est de toujours rassurer les gens parce qu'ils font des fraudes. C'est de la fraude depuis le début. Alors, ce qu'ils font, c'est que si vous allez dans une banque, vous verrez pas beaucoup d'employés de la banque. D'abord, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de musique, ils font pas de bruit. C'est très calme. C'est des gros buildings avec des grosses colonnes. Tous les employés sont très conservateurs. Ils ont tout un langage très, très bon. C'est voulu, ça. Puis le gros coffre-fort que vous avez, vous savez, avec la grosse roulette, là, on voit ça dans les films. Si vous allez là-dedans, je l'ai fait dans 3 banques, moi. Et il n'y a rien. Il y a des coffrets de sûreté. Il n'y a pas d'argent là-dedans. Ce que vous voyez des films. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de hold-up, quoi. C'est fini, ce temps-là. Pardon? Ah oui, c'est fini. Le temps des hold-up, c'est terminé. Ben oui, non, il y a le cas du Liban qui était très drôle. Mais vous avez raison. Si vous entrez dans une banque, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se voient, le gars, il va dans le à chaque, celle qui sert le client, il va chercher les 20, les 50 euros, et il se sauve avec ça. Il n'essaye pas d'entrer dans le coffre, dans le gros coffre. Le coffre avec la grosse roue en métal qui est très, très épaisse, là, c'est des coffrets de sûreté qu'il y a là-dedans. C'est pour rassurer les gens. Vous verrez jamais une caissière avec des anneaux dans le nez et un tatou dans le visage. Mais non, ça peut faire peur aux gens. Ils vont faire n'importe quoi avec mon argent. Alors, tout est conçu pour... Ils ont changé les noms. Là, la façon dont... ça, c'est intéressant de le dire. Parce que pour le coup, ce grand coffre-là, avec cette grande porte-là qu'on voit au cinéma, c'est visiblement que de la communication. C'est de la foutaise, c'est de la poudre aux yeux. Et qu'est-ce que vous voyez dans les films? Le gars, il rentre avec un comment on appelle ça en français? C'est un sac en nylon, là, puis il embarque un gros bloc de monnaie. C'est fini, ça n'existe pas. Ça existe, oui, parce qu'effectivement, ils ont besoin d'un peu de cash là, dans les tiroirs caisses des caissières. Mais c'est presque rien. Puis de plus, quand vous avez des gardiens de sécurité dans les banques, il n'y a pas d'argent dans la banque. Alors, ils mettent 2 gardiens de sécurité. Ben, ça fait simplement 4 mains en l'air au lieu de 2. Si quelqu'un il met le fusil en dessous du nez, bon. Alors, c'est tout pour rassurer les gens. On est aussi surtout sur de la tromperie, pour le dire. Oui, c'est de la tromperie, bien sûr. Tromperie. Mais c'est depuis le début. Et ça fonctionne très bien parce que les banques jouent un rôle, puis ils sont très puissants. Ils sont à coquiner et les politiciens ne comprennent rien. Macron ne comprend rien à ça. Il comprend ce qu'il a fait. Il travaillait pour Goldman Sachs, je crois. Pour Rothschild. Rothschild, en tout cas. Mais essentiellement, là, le premier ministre du Canada, qui est devenu célèbre pour sa bêtise, Trudeau, il ne comprend rien là-dedans. Alors, même si la Banque du Canada appartient au gouvernement canadien, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils croient que c'est des banques de dépôt. Il y a eu des choses comme quand il y a eu la crise dans les années 30, tout s'est effondré parce qu'il y a eu une spéculation boursière, puis à un moment donné, c'était de la surproduction, en tout cas, ça s'est effondré et ça allait très mal. Quand Roosevelt a pris le pouvoir, il a fait ce qu'on a appelé OK, les banques étaient beaucoup plus libres aux États-Unis, elles le sont encore aujourd'hui, qu'au Canada ou en France. Et ce que faisaient les banques, elles prenaient les dépôts que les gens leur donnaient, puis elles faisaient des investissements. Mais vous, quand vous mettez votre argent à la banque pour qu'elle soit en sécurité, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'argent que vous avez mis en sécurité, puis ils l'investissent parce que c'est à eux, c'est sur leur bilan. Vous êtes propriétaire d'une reconnaissance de dette de la banque. C'est ça que vous avez. Ça, c'est à vous, ça. Si la banque fait faillite, vous êtes pris dans la faillite. Alors, s'il y a un bank run, il faut empêcher qu'il vide la banque de son capital physique là, en monnaie et de façon à ce que la banque puisse survivre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période, je dirais en Occident, où
ce système-là est en bout de course et créera par conséquent un bank run. Oui, ben le bank run, c'est ce ils font pour essayer d'éviter. Je vais simplement finir avec ce que je disais sur les années 30, puis je vais revenir à votre question. Alors, quand est arrivée la crise de 1929, les banques, il y a eu 4000 banques qui ont fait faillite dans les années 30. 4000. Boum, bang, 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 ça tombait comme des mouches. Parce que les banques se prêtent l'une à l'autre, puis s'il y en a une qui tombe, ça fait tomber la deuxième, la troisième. Bon. Et là, c'était 4000. Alors, ce qu'a fait le président Roosevelt, il a passé un truc qui s'appelait le Glass-Steagall Act, qui disait que les banques de dépôt, parce que ça existe des banques de dépôt, pensez au crédit mutuel, le crédit, comment on appelle ça dans le, j'ai juste le mot anglais en tête en tout cas. On appelle ça des caisses populaires au Québec. C'est des banques de dépôt, mais il y a des banques d'investissement. Ah, il a dit, vous allez séparer les deux. Si vous voulez investir, vous allez investir votre argent. Quand c'est l'argent des déposants, vous y touchez pas. Ça, c'était le Glass-Steagall Act. Puis pour rassurer les gens, parce qu'il fallait absolument, ils ont fermé toutes les banques pendant 4 jours, je crois. Puis là, pendant qu'ils passaient les lois, puis ils ont dit aux gens, arrêtez d'aller chercher votre argent dans les banques parce que on va vous assurer, vous l'avez également en France, vous avez une garantie de remboursement si une banque saute. Au Canada, c'est 100 000 $, aux États-Unis, 250 000. C'est 100 000 $ en France. 100 000 euros, c'est ça. Ben, de toute façon, euros, francs suisses puis dollars, c'est à peu près pareil. Hein, c'est à peu près un pour un. Bon. Alors, toujours est-il que ce qui est arrivé, c'est que quand il a passé sa loi, d'abord, il a interdit aux citoyens d'avoir de l'or parce que les gens voulaient avoir de l'or. L'or garde la valeur. Vous savez que ça coûtait la même chose pour s'habiller richement dans le temps des Romains avec une once d'or. C'est suffisant. C'était comme ça au Moyen-Âge, c'est comme ça aujourd'hui. L'or garde la valeur. Puis ça permet, c'est un étalon, ça permet de comparer qu'est-ce que ça vaut une voiture par rapport à des patates. Bon. Alors, les gens voulaient de l'or. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut m'enlever. Alors, d'abord, il a interdit aux gens d'avoir de l'or. Il a jamais envoyé l'armée ou la police chercher l'or chez les gens, là, parce qu'aux États-Unis, ils ont des armes. Si vous venez chercher l'or du gars, il va vous tirer dessus. Et surtout les plus excessifs, puis ceux qui sont éloignés dans les montagnes, là, comme les hillbillies, ces gens-là. En tout cas. Mais toujours est-il qu'il a interdit aux gens d'avoir de l'or. Ensuite, il a interdit aux banques de dépôt de faire des investissements. Puis en plus, il a garanti le 250 000 $. C'était pas 250 000, c'était 100 000. Ça a été monté à 250 000 récemment. Alors, les gens se sont dit, là, on est garanti parce que tout le monde avait 2 000, 5 000 $ en banque. Fait que ça s'est arrêté. La panique s'est arrêtée. Et le système a pu repartir. Pas richement. Ce qui a relancé les États-Unis, c'était la Deuxième Guerre mondiale, là, puis la destruction de toutes les formes de richesse imaginables. Puis là, ça a reparti l'industrie, tout ça, d'autant plus qu'il y avait détruit l'Europe puis le Japon. Il n'y avait plus personne qui produisait. 50% de la production industrielle du monde était aux États-Unis. Alors, c'est ce qui a fait pour rétablir la confiance. Et aujourd'hui, ce qui se passe, puis ça, c'est extrêmement important parce que à l'époque de Roosevelt, des années 30, c'était une crise de surproduction, c'était le manque de contrôle dans l'économie là, qui a causé la crise. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, c'est que vous avez un transfert massif de richesse des pays émergents, de l'Occident vers les pays émergents, Japon compris. Alors, le Japon est riche, l'Occident est riche. Alors, ce que vous avez les gens en Europe, comme au Québec, les jeunes, ils refusent de travailler avec 20 € de l'heure. Ils disent, ben non, moi je veux plus que ça, je vaux plus que ça. Mais dans le tiers-monde, les gens sont prêts à se battre pour 2 $ de l'heure, 1 $ de l'heure. Probablement qu'au Soudan, ça serait 50 cents de l'heure parce qu'ils sont en train de crever de faim. Alors, de nos jours, le problème, c'est qu'il y a un gros transfert de richesse, puis nous, on vit sur le vieux gagné, comme on dit au Québec. C'est-à-dire que tout ce que nos ancêtres ont construit, toutes les infrastructures, les routes, les barrages, les écoles, les villes, etc., ben, c'est en train de se détériorer parce qu'on n'a pas d'argent. Puis là, il faudrait que je le retrouve, là. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que la situation du Québec et du Canada est semblable à la situation française? Elle est meilleure au Canada parce que, pour différentes raisons, là, au niveau des banques, ça a été mieux surveillé. Le Canada a presque pas d'armée.
on se fait défendre par les États-Unis. Alors, c'est assez facile de ce côté-là. Attendez, une chose, je vais voir ici. Est-ce que j'ai oublié de dire ces choses-là? Non. Attends, je vais trouver. Ça, j'en ai parlé. OK, c'est ça. C'est que présentement, sur la planète, il y a un transfert de richesse. Puis là, ben nous, on s'est habitué à un certain mode de vie. Puis pour payer le mode de vie, on fait des dettes. On fait des dettes. Et les dettes sont devenues. Puis en passant, comme on fait des dettes nous-mêmes pour se payer un bon niveau de vie, eh bien, ce qui se passe, c'est que les pays pauvres font pareil. Ils disent, pourquoi moi je ferais le con de travailler? Il y avait même quelqu'un qui avait dit aux États-Unis, les Chinois ont besoin de nous pour consommer ce qu'ils produisent. Non, mais ça va pas. Ils peuvent le consommer eux-mêmes, ils peuvent le brûler, si c'est comme ça qu'on pense. Alors là, les États-Unis, OK, présentement sur la planète, il y a des chiffres vraiment étranges qui apparaissent. Par exemple, il y aurait, OK, si vous gagnez 1 euro par seconde, c'est-à-dire 3600 euros à l'heure, combien de temps ça va vous prendre pour payer 1 trillion de dollars? 1 trillion de dollars, c'est le mot anglais, là, c'est 1000 milliards de dollars. Pour payer 1000 milliards de dollars, combien ça vous prend de temps sans compter les intérêts? Si vous gagnez 3600 dollars de l'heure pour rembourser 1 trillion de dollars, combien de temps ça prend? D'après vous, à l'œil, comme ça. Très longtemps, un siècle. Un siècle. 32 000 ans. 32 000 ans. Voilà, donc. 32 000 ans. Bon, à 3600 dollars de l'heure, vous réalisez. C'est-à-dire que même si on est très bien payé 3600 dollars de l'heure, c'est énorme, on ne peut pas rembourser la dette, en fait. Non, pas vous, mais vos descendants pendant 32 000 ans peuvent le payer. Oui, alors, mais c'est après on revient à zéro. On fait juste payer la dette. Eh bien, la dette totale sur la planète aujourd'hui est de plus de 300 trillions de dollars. C'est-à-dire 300, ça veut dire 300 fois plus. 300 trillions multiplié par 32 ans. C'est ça que ça prendrait pour revenir à zéro. Bon, il y a beaucoup trop de dettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette dette, elle est faite sciemment en réalité? Elle est fabriquée, la dette? Oui, elle est fabriquée, bien sûr. Là, ils le sont aux États-Unis. Là, vous avez entendu parler de toute la discussion pour augmenter le plafond de la dette. Ouais, mais à un moment donné, il faut arrêter. C'est clair que ça ne peut pas fonctionner. 32 000 ans pour 1 trillion, on est rendu à 300 trillions. Mais alors, du coup, on sait que ça prend 32 000 ans pour rembourser la dette. Non, 1 trillion, pas 300 trillions. Oui, voilà. 300 fois 32 000. Pour rembourser une partie, déjà. 32 000 ans. Avec 32 000 ans, si on gagne énormément d'argent. Bon, voilà. Les créanciers le savent, ça. Pourquoi continuent-ils à prêter? Non, ils l'impriment. C'est de l'argent qui est créé à partir de rien. Ah, donc ils l'impriment? Non, mais pas la totalité. Mais ils le prêtent quand même. Après, oui. derrière ça, enfin, ils ne le donnent pas. Non, mais la dette, c'est fait, que ce que je disais, c'est qu'il faut que le bilan soit égal, passif, actif. C'est fait comme ça, là, c'est bon. Puis l'avoir des actionnaires est dans le bilan, etc. Bon. Mais le point, c'est que il y a toujours la dette, OK, la dette, c'est un impôt différé. Il faut payer plus tard. C'est que vous dites, ben là, on a 100 000 euros de PIB, on va dépenser 110 000 euros. Puis le 10 000 de plus, ben, on paiera ça plus tard. Ça marche au début. Puis là, ils utilisent toutes sortes de trucs pour essayer de prolonger ça. Mais c'est ça qu'ils font là, présentement avec la discussion aux États-Unis sur monter le plafond de la dette. Là, ils vont monter, je me souviens plus du chiffre, là, mais les Américains s'approchent de 32 trillions de dollars. 32 trillions de dollars de dette. C'est 110 de leur PIB. Puis là, ils disent les gens vont payer. Là, il s'est passé un truc depuis dans le temps de nos grands-parents, les gens ils attendaient d'avoir l'argent pour acheter quelque chose. Parce qu'ils se disaient, ben là, si je vais voir la banque qui était cultivateur, puis que je lui donne, quand je vais avoir une mauvaise récolte, je vais perdre ma terre. Ça arrivait souvent. Alors, les gens se disaient, non, quand j'aurai l'argent, j'achèterai une charrette, ou j'achèterai, je sais pas moi, une bicyclette à l'enfant, etc. Les enfants, parce qu'il y en avait beaucoup. Quand la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, les gens ont souffert, puis après, les baby boomers ont été leurs parents,
leur ont donné tout ce qu'il y avait de mieux parce qu'on a eu une explosion de l'industrie en Occident. Alors, les gens ont donné le meilleur mode de vie qui était possible aux baby boomers et ils se sont habitués à ce que ça soit toujours facile. Puis il y avait des publicités dans les années 50 parce que les gens, ils retenaient leur argent. Faut pas perdre l'argent, sinon je vais perdre ma ferme ou je vais perdre mon entreprise, etc. Alors, pour convaincre les Américains qui avaient souffert pendant la guerre, qui avaient travaillé comme des fous, juste pour battre les nazis puis les Japonais, des gens qui revenaient, pas de jambes, pas d'yeux. Mon père les a vus revenir, hein. Des gens dans des paniers, là. Il n'y a plus de jambes, plus de bras, les yeux crevés, ils étaient sautés sur une bombe. Alors, ils ont beaucoup souffert. Alors, les baby boomers se sont payés du plaisir pendant 70 ans. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé la totalité de ce qu'ils ont gagné. Ils ont laissé les infrastructures se détériorer. Aux États-Unis, là, il y a 4 trillions de dollars à dépenser minimum pour remettre les infrastructures en état. Et pour continuer de se donner du bon temps avec des bourses d'études, puis des emplois, il y avait beaucoup d'emplois quand j'étais jeune, ils ont créé des dettes pour se donner. Alors, le résultat, c'est que tout a augmenté au niveau des dettes. Tantôt, j'ai parlé des 300 trillions de dollars de dettes totales, là. Je parle total, c'est-à-dire les gouvernements, les entreprises, les familles, les individus, tout le monde. 300 trillions. Et ce qui est arrivé, c'est que les gens se sont payés du bon temps en disant, ben, la dette. Il y a même des gens qui disent, ben, la dette, c'est facile. Il n'y a qu'à. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'à l'effacer. Si vous effacez la dette, n'importe quelle dette, il y a quelqu'un qui perd. Il y a quelqu'un qui s'est porté garant. Qui s'est porté garant et il y a quelqu'un qui doit la payer. Normalement, vous devriez payer, mais si vous effacez la dette, il y a quelqu'un qui perd. Souvent, c'est des étrangers. Les Américains, par exemple, pourraient voler des trillions de dollars au reste du monde parce qu'ils impriment de l'argent pour acheter du pétrole. En fait, ils l'impriment même pas. C'est des chiffres sur ordinateur. Puis ils disent, envoie-moi du vrai pétrole, envoie-moi 2 millions de barils, puis moi, ben, je vais t'envoyer, je sais pas combien, là, 1 trillion de dollars sur papier. Alors, si les Américains disaient... Est-ce que c'est pour ça, justement, que, par exemple, l'Arabie Saoudite a commencé à accepter d'autres devises que le dollar? Oui, parce que ce qui se passe, c'est que vous savez, quand ils disent que les États-Unis, c'est le premier pays le plus riche du monde, c'est vrai en dollars, mais c'est pas vrai en pouvoir d'achat. C'est la Chine. La Chine a largement dépassé les Américains en pouvoir d'achat parce qu'ils produisent des choses. Les Américains, ce qu'ils ont, c'est de la finance, c'est des services, c'est de la construction résidentielle. Ça peut pas quitter. C'est pas des Chinois qui vont venir aux États-Unis pour construire les blocs appartements, là, puis les maisons. Bon. Alors, le résultat, c'est que les Américains, par exemple, ils disent, les Américains, ils dépensent autant pour l'armée que les 10 puissances suivantes. Oui, mais les Américains n'ont pas autant de tanks que les 10 puissances suivantes. C'est parce que leurs généraux sont payés 500 000 $, alors que le général chinois est payé, je sais pas, 5 000, 10 000, je sais pas, aucune idée. Alors, ça c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'en réalité, l'armée américaine, malgré qu'ils aient genre 500 milliards de budget, c'est en réalité très surfait. Parce que moi, j'avais entendu aussi une chose, c'est que beaucoup de leur budget allait dans les bases qu'ils ont à l'étranger, parce qu'ils ont énormément de bases américaines à l'étranger. Et ça aussi, ça consomme beaucoup de budget. C'est-à-dire qu'en fait, cet argent-là ne va pas forcément, je sais pas moi, dans l'armement, enfin dans la modernisation de l'armement, dans des choses structurelles. Hein. Il y a beaucoup de vols, ça a toujours été comme ça. Je me souviens, dans les années 80, il y avait découvert en faisant l'audit, en faisant la vérification des comptes du Pentagone, qui vendaient des vis, une vis, 2600 $. C'est qu'il y a les gens volaient. Quand il y a un film très, très bon qui est sur le transport de troupes Bradley. C'est le Bradley. Puis ça s'est passé comme ça, mais ils ont fait un film, c'est humoristique, parce que ils lancent le Bradley, puis ils commencent à modifier. Ben là, on mettra pas 12 soldats dedans, on va en mettre 8, parce qu'il faut mettre un canon. Puis là, ben, on va diminuer le blindage pour que le moteur puisse fonctionner. Bon.
Puis à un moment donné, ça marche pas du tout. Puis là, le général se présente devant le gars du Congrès, puis il dit, combien ça a coûté le programme du Bradley? Ah, il dit, regarde, ça a coûté 5 millions. Il dit, pardon? Ça a coûté 5 millions. Est-ce que c'est un B ou un M? Est-ce que c'est 5 millions ou 5 billions? Il dit, ah, c'est bien. C'est billions. Ça marche pas, le tank explose, etc. Il y a beaucoup de vols. L'armée américaine, ils font ce qu'ils appellent le cost plus. C'est-à-dire que si vous fabriquez un avion, le F-35 est une catastrophe. Ils ont essayé de faire trop de choses avec le F-35. Alors, il fait tout mal. Au lieu de faire une chose bien, pensez par exemple au Warthog, le A-10, je pense que ça s'appelle, qui tire, là, qui protège très, très bien les soldats sur le champ de bataille. Ça, il fait une chose, mais il le fait très bien. En tout cas, alors le F-35, ils ont dépensé des sommes folles pour le développer, puis c'est au cost plus. C'est-à-dire que le gars signe le contrat, on va faire le F-35, puis si je dépasse, tu me rembourses le surplus. Alors, l'armée américaine, ils ont, oui, il ne faut pas se tromper, là. C'est très récent, le déclassement des États-Unis, là. Parce qu'ils ont tout envoyé dans les 20 dernières années, les meilleures usines. Puis les Chinois ont eu l'intelligence, il y avait 1,4 milliard d'habitants. Les gens ont dit, ils vont simplement leur donner des pelles. Puis après, ils vont leur donner des petites... Non, c'est pas ça qu'ils ont fait, les Chinois. Ils se sont installés sur le bord des océans, des zones économiques spéciales, puis ils ont tout de suite été chercher la technologie du 21e siècle. Alors évidemment, on se dit, c'est fou, il y avait des gens qui travaillaient. Non. Ils les ont laissés pauvres, puis ils ont transféré les gens. Puis là, évidemment, les gens travaillaient à 50 cents de l'heure, puis ils étaient prêts à dormir dans l'usine. Ça veut dire donc du coup qu'en réalité, la puissance militaire américaine, elle est très surfaite, quoi. Voilà. Elle est surfaite, mais elle est quand même réelle. Vous savez, elle est réelle. Quand c'est évident, mais elle n'est pas équivalente à son budget, si je puis dire. Exactement. C'est exactement ça. Quand un général est payé 500 000 $, peut-être plus, je connais pas mais c'est des gros salaires. C'est des gens très bien formés, etc. Un soldat en Afghanistan, le gars, il peut mourir. De toute façon, il veut se battre. Il voulait jeter dehors les Américains. Alors, puis en tuer 50 000, si vous perdez un soldat américain, ça fait du grabuge aux États-Unis. Là. La guerre du Vietnam, 56 000 morts, plus 56 000, plus des centaines de milliers de blessés, plus tous ceux qui sont venus un peu maboule. Alors, les Américains s'occupent de leurs soldats. Ils les nourrissent très bien. Ils les équipent très bien. Ils ont toujours tout ce qu'il faut, les imperméables, etc. Alors que les armées du Vietnam, c'était des pauvres. Quand le gars était blessé, il essayait de le sauver comme il pouvait. Puis quand le gars crevait, c'était normal. Alors, vous ne pouvez pas gagner une guerre contre une armée qui fait ça sur son territoire. Mais les Vietnamiens n'auraient pas pu faire ça aux États-Unis, ils étaient trop loin. Bon. Alors, les Américains, par exemple, pour vous donner une idée, leur puissance, c'est une puissance acquise dans le passé, le complexe militaro-industriel, qui a tout fait pour faire des guerres, pour vendre des canons, vendre des balles, etc. Quand ils se sont sauvés d'Afghanistan, ils ont laissé derrière eux 75 000 véhicules. Il a fallu les construire, ces véhicules-là. Ils ont été construits aux États-Unis. Mais c'est du vieux gagné. C'est de l'argent qu'ils ont déjà gagné quand il y avait beaucoup d'industries aux États-Unis. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Il en reste, oui. C'est la deuxième puissance mondiale. Puis là, ils essaient de la repartir. D'ailleurs, la Chine est un feu de paille. Il faut que les gens réalisent ça, là. Leur population a commencé à s'effondrer. J'ai vécu là-bas. Ils sont en train de détruire leur environnement. Allez-y. Alors, après la Chine, ça va être l'Inde. Mais là, c'est en train de se faire à la grandeur de la planète. Et les Américains, avec ça fait très, très longtemps qu'ils développent par exemple, ils sont toujours en train de construire 2 porte-avions, les Américains. Un qui est au début de la conception, puis un qui est en train d'être finalisé. Ça prend beaucoup de temps à faire. Eh bien, les Américains, aujourd'hui, ils ont 11 porte-avions. Un porte-avions, c'est pas juste un bateau. C'est toute une flotte. Il y a des sous-marins avec ça, il y a des dragueurs de mines, il y a des bateaux pour amener l'essence. Enfin, il n'y a pas l'essence, on sont tous atomiques, mais pour amener la nourriture bon. Et toujours le mieux. Ils sont très, très bien nourris, les soldats américains. Bon. Alors, le résultat, c'est que l'accumulation qu'ils ont fait pendant 70 ans, ils ont 11 porte-avions, c'est-à-dire 11 flottes différentes un peu partout dans le monde.
Et alors que le deuxième qui en a le plus, c'est la Chine qui en a 2. Ensuite, je crois que Grande-Bretagne en a 2. Est-ce que les banques, pour revenir aux banques et l'armée américaine, est-ce que les banques sont aussi, comment dire, des financiers de l'armée américaine? Bien sûr. Et c'est tout. Vous savez une chose, quand Eisenhower, qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, il était général en chef en Europe, il a dit en quittant sa présidence, c'est son discours de clôture, méfiez-vous du complexe militaro-industriel. Ils peuvent faire énormément de mal. Et quand les Américains ne voulaient pas se battre à la Première Guerre mondiale. Ils sont arrivés en 17. Ils ne voulaient pas se battre à la Deuxième Guerre mondiale. C'est parce que les Japonais les ont attaqués à Pearl Harbor. C'est un peuple qui est comme ce peuple américain. Ils ne veulent pas de guerre, ils ne veulent pas faire crever les yeux à leurs enfants, cette affaire-là. C'est le complexe militaro-industriel avec le gouvernement. Puis en de ça, ils ont dégénéré là, parce qu'ils ont perdu la boule, ils ont perdu le contact avec la réalité. Là, ils tirent de tous les côtés. Alors, ils ont détruit des pays. Là. L'Afghanistan, ils l'ont bien détruit. Comment ça s'appelle? L'Irak. Puis en passant, l'Afghanistan, c'est parce que c'est un pays stratégique. Ça a toujours été un pays stratégique. Là. Il domine tous ses voisins. Les Américains, ils ont détruit la Libye, l'Irak, la Syrie et plusieurs autres pays là, qui ont attaqué l'Iran. Ils ont beaucoup affaibli l'Iran. Alors, les Américains ont fait ça à cause du pétrole. Parce que c'est curieux, mais ils ne parlent pas d'aller faire une intervention humanitaire au Soudan, où ils sont en train de s'entretuer. Ah non, ça, il y a du pétrole au Soudan, mais les Américains ont assez de pétrole de nos jours. Ils ont longtemps été les premiers importateurs. Là, ils ont même été exportateurs à un moment donné, je crois. En tout cas, alors le résultat, c'est que les Américains n'ont plus la richesse, ils n'ont plus l'infrastructure économique pour alimenter leur puissance militaire. C'est de l'ordre de 70-80% des jeunes aux États-Unis ne sont pas bons pour faire l'armée. Ils sont trop gros, ils ont des problèmes de cigarettes, d'alcool, de drogue, etc. Les Américains l'Occident est en décadence dans tous les domaines. C'est partout, dans tous les domaines. C'est quelque chose de tout à fait frappant en Europe. En passant, le problème vient d'Europe. Hein? Le problème vient d'Europe. Pourquoi elle vient d'Europe? Elle vient d'Europe. C'est que l'Europe est entrée en décadence, surtout démographique. Puis là, ils ont même plus des tanks pour envoyer en Ukraine. Ils sont obligés de les faire venir des États-Unis. En fait, c'est des problèmes comme c'est en Europe. Là. On parle pas en Inde ou au Japon. Là. Et les Américains, je parle de quelque chose de fondamental. Là. Les Européens envoyaient du monde aux États-Unis. Des pauvres. Donnez-nous vos pauvres, vos rejetés. Bon, ce qui est écrit dans le bas de la Statue de la Liberté. Et les gens arrivaient et créaient ce qu'on appelle un feu roulant. C'est-à-dire que les immigrants n'arrêtaient pas d'arriver sur la côte Est et se dirigeaient vers l'Ouest. Et pendant très longtemps, en fait, la Constitution américaine oblige de faire un recensement tous les 10 ans. C'est une obligation. Puis on voit, à partir de 1790, je crois qu'on se fait ça. 1790, c'est sur le bord de l'Atlantique. Puis à tous les 10 ans, on voit le centre de masse de la population américaine se diriger vers l'Ouest. Là, on dirait que ça va continuer vers l'Ouest un peu, mais les gens ne viennent plus d'Europe, très peu, 10% qui viennent d'Europe, des immigrants, et ça vient de partout dans le monde. Surtout, bien sûr, l'Amérique latine et l'Asie, mais de moins en moins l'Asie. Là, ça va continuer encore un peu parce qu'ils sont tellement nombreux. Mais en Asie, la natalité s'est effondrée brutalement à des niveaux incroyables. La Corée du Sud est rendue à 0,8 enfants par femme. 0,8. Ça prend 2,1 pour remplacer. Personne n'en parle, mais dans 20 ans, ils vont en parler parce que la Corée du Sud va être en catastrophe. Alors, actuellement, c'est pour ça que je vous dis que le problème est venu d'Europe. L'Europe s'est affaiblie. L'Europe est en décadence, comme le Canada. Moi, je ne me mets pas à côté, là. On est tous responsables. Puis là, présentement, on est en train de se battre pour diminuer les gaz à effet de serre, puis les Chinois, les Indiens, tout le monde s'en fout. Parce qu'on va sauver en effet de serre. Ben justement, tiens, est-ce que cet écologisme existe aussi au Québec et au Canada? Oui, bien sûr. Mais nous, bon, et moi, ce que je dis souvent aux gens, je leur dis, puis c'est la crise des banques va venir avec ça, c'est que à l'avenir, la mentalité primitive, on avait ça dans tous les continents. Si on voyait que le voisin, la tribu voisine,
faisaient plus d'enfants que nous, ça, c'est une déclaration de guerre. Parce qu'ils vont nous attaquer quand ils vont être grands. Bon. Alors, dans le monde primitif, c'était comme ça que c'était vu. Et ça a été comme ça quand on a fait des guerres. Alors, Hitler disait, on a plus d'enfants que les Européens, on va envahir le monde. En tout cas, c'était bête. Même chose pour l'Italie. Et c'est ceux qui avaient le plus haut taux de natalité, Italie, Japon, Allemagne, qui ont perdu. Parce que c'est une mentalité primitive. Il y a eu quelque chose qui était, ben là, on diverge un peu, mais c'est quand même intéressant. C'est que ce qui est arrivé, c'est que sur la Terre, la vie existe depuis 4 milliards d'années. La Terre est limitée. Alors, la vie fonctionne sur un cycle. C'est-à-dire que les déchets d'une espèce deviennent la nourriture d'une autre espèce. Les mouches sur la merde, par exemple. Alors, ça tourne. Puis quand il n'y a plus d'énergie dans une matière qui a été transférée par les œufs, ça devient de la pierre. Pensez au calcaire. Pensez la moitié de la Floride est faite avec des coquillages empilés. C'est devenu de la pierre. Ça flotte sur l'eau. Bon, alors, quand les femmes ont inventé l'agriculture il y a 10 ou 12 000 ans, elles ont lancé un autre cycle qui détruisait l'environnement, mais ça ne paraissait pas parce que c'était très lent, et c'était cyclique également. Alors, ça a très bien marché pendant 10 000 ans. Et là est arrivé dans un monde cyclique, avec un environnement très fort qui a survécu à 4 milliards d'années de n'importe quoi. Là, on a inventé l'industrie. Et l'industrie, c'est linéaire. Vous polluez pour aller chercher des matières premières, vous polluez pour les transformer, vous polluez pour les consommer, et vous polluez pour les dépenser, les jeter. Puis à chaque fois, c'est l'environnement qui prend tout ça. Alors pendant à peu près 200 ans, on a pu toujours augmenter la croissance, la fameuse croissance. Alors, on croissait. Alors, tous les pays. Ce que fait la Chine, là, il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Ça a été fait 20 fois. L'Angleterre est devenue la grande puissance dominante parce que c'est eux qui ont inventé l'industrie, parce qu'il y avait du charbon, puis il y avait du fer dans leur pays, puis c'était une île, ils n'étaient pas attaqués sur leur pays, sur leur territoire. Alors, l'Angleterre le fait, ensuite ça a passé à l'Allemagne, aux États-Unis, puis ça a continué. Après, c'était le Japon, puis après, c'était les cinq tigres asiatiques, le Singapour, Taïwan, etc., qui avaient beaucoup de Chinois. Quand les Chinois, quand Deng Xiaoping, on a profité, un miracle, c'était le communisme. Pour nous. Parce qu'ils détruisaient leur gens, ils détruisaient leurs ressources, ils servaient à rien. Alors, ils mettaient tout l'argent sur l'armée, c'est du pur gaspillage. Alors que nous, on a eu les 30 glorieuses à cause de ça. Ils n'allaient pas chercher les matières premières, ils ne faisaient pas de voitures, ils ne faisaient pas de bateaux, ils s'entretuaient. Alors moi, je dis que c'est un miracle, le communisme, pour nous. Pour eux, c'était une catastrophe. Quand Deng Xiaoping a pris le pouvoir, parce que lui était un homme intelligent, Mao Tse-tung, c'était un grand guerriero, mais c'était économique, zéro. Il ne comprenait rien du tout à côté. Alors, Deng Xiaoping a installé ses zones économiques spéciales le long de la côte, puis il a été chercher les dernières technologies, puis là, la Chine est partie en fou. Si on en parle tant de la Chine, c'est parce qu'ils sont 1,4 milliard. Mais c'est un feu de paille, comme je vous dis. Il ne faut pas avoir des taux de natalité à un enfant par femme. Dans 30 ans, qui va faire vivre les vieux? Ça va drainer, comme l'Occident. Les pensions, oubliez ça. Qui va devenir la puissance dominante dans 30 ans? Est-ce que c'est l'Inde? L'Inde qui a dépassé la Chine en nombre de population? Oui, l'Inde. Là, ça serait une autre émission. En passant, c'est passionnant à regarder les différentes civilisations qu'il y a sur la planète. Il y a tout le temps des raisons pour lesquelles un endroit a été très, très, très dominant. Je vous ferai remarquer une chose. Christophe Colomb allait aux Indes. Il n'allait pas en Chine. Il n'en parle même pas. Il allait aux Indes. C'était l'Inde qui était riche. C'est là qu'il y avait les épices, c'est là qu'il y avait de l'or, il y avait les Maharajas, il y avait des bijoux. Le bijou qu'il y a sur la couronne d'Angleterre, ça a été volé, je crois que c'est au Sri Lanka, en tout cas c'est dans la péninsule indienne, dans les Hauts-Indes avec un S. Bon, alors l'Inde est la seule civilisation qui a un océan qui porte son nom, l'océan Indien. Ils sont à côté de l'Europe, à côté du Moyen-Orient où il y a du pétrole, à côté de l'Afrique où il y a toutes les matières premières inutilisées, peu utilisées parce que les Africains n'ont pas encore développé leur industrie, ça s'en vient très rapidement. Et la Chine, les Chinois sont tellement perdus au fin fond du plus grand océan du monde, c'est-à-dire le Pacifique, avec l'Himalaya, la plus haute montagne du monde, les plus hautes chaînes de montagnes du monde, ils se considèrent encore le pays du milieu.
Mais ils n'ont pas compris grand-chose parce que le Japon, après le Japon, il n'y a rien. Le plus grand océan du monde. Il y a un endroit dans l'espace où vous pouvez vous mettre, où vous voyez juste de l'eau. C'est l'océan Pacifique. Bon. Et de plus, de l'autre côté de l'océan Pacifique, là, c'est de la géopolitique pure. On pourrait faire une émission là-dessus, de géopolitique profonde. La côte ouest des trois Amériques ont les Andes puis les Rocheuses juste à côté de la côte. Ce qui fait que c'est pas intéressant pour la Chine de faire. Alors, la Chine, pour aller chercher des matières premières, il faut qu'elle passe par toute une série de détroits. Le détroit de Malacca, le détroit de la Sonde, le détroit de Bab el-Mandeb, bon, etc. Le golfe Persique, etc. Alors, le résultat, c'est que la Chine est très mal placée, très, très loin de tout. Population qui s'effondre, un environnement qui s'effondre. Ça va très mal en Chine. Ça va bien pour les 20, 30 prochaines années, mais il y a beaucoup de gens qui disent que la Chine va être vieille avant d'être riche. Puis quand elle va avoir un paquet de vieux à faire vivre, c'est bien pire que l'Europe. Ils vont avoir beaucoup plus la proportion de vieux qui ne peuvent pas travailler. Et puis du coup, la Chine sera obligée de faire rentrer, comme le fait l'Europe, des populations nouvelles. Le seul problème, c'est qu'il n'y en a plus de population nouvelle. C'est fini la natalité, ça s'effondre partout. Non, mais pas la natalité chinoise, mais je sais pas moi, des populations d'Inde, de Russie, de je sais pas, d'Afrique. Oui, l'Inde peut-être. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses passionnantes à dire sur les différentes civilisations. Par exemple, l'Inde est l'Inde et l'Europe sont les seules civilisations à être basées sur de multiples nations. C'est une force, les nations. C'est pas une faiblesse. Là, ils veulent détruire tous les pays, les piliers de l'Europe. La France, l'Allemagne vont faire entrer des étrangers, des musulmans, dont beaucoup veulent tuer du monde. Une bonne proportion, on va dire pas une bonne proportion, une proportion anormalement élevée qui veut tuer du monde, prendre des camions, monter sur les trottoirs, rouler sur le monde, pour en tuer le plus qu'on peut, puis on va au paradis avec ça. Enfin, c'est des affaires étranges. En passant, c'est en train de changer assez rapidement. Moi, je soupçonne que l'islam est en train, va vivre ce que le Québec a vécu dans les années 60. Le Québec on a été envahi par les Anglais, ils ont jeté dehors tous les Français, nos dirigeants. On était une population riche avant l'invasion de 1760. Et après, ils nous ont gardés dans la pauvreté. C'était du racisme de base, là. Bon. Et le résultat, c'est qu'on est devenu très pauvre. Puis la religion catholique, quand on était 60 000 en 1760, qui restaient après que les Français soient partis. Puis, on avait seulement que 69 prêtres. Toutes les autres élites étaient parties et les prêtres, ils restaient pour évangéliser, etc. Et ce qui est arrivé, c'est que on est devenu très pauvres, puis les gens étaient pris sous le contrôle de la religion. Ben, en 1900, dans les années 60, on appelait ça la Révolution tranquille, les gens ont tout envoyé promener. Il y en avait assez, ils n'en voulaient plus, puis je pense que c'est ça qui va arriver à l'islam. Les gens vont dire, ils vont se taire, parce que vous pouvez vous faire tuer si vous abandonnez l'islam. Mais les gens, je le sais au Québec, je l'ai vu, les gens ne voulaient plus rien savoir des curés qui disaient aux femmes qu'il faut avoir un 15e enfant. T'as des familles de 4. C'est-à-dire que vous pensez que les musulmans vont quitter leur religion, en fait. Enfin, ils vont être toujours musulmans, mais déjà commencé. Ils vont devenir plus laïcs, si je puis dire. Oui. Écoutez, à chaque époque dans l'histoire, vous avez éduqué une population, notamment les femmes. La religion est tombée. La religion romaine, la religion grecque, ça tombe. C'est quoi ces folies-là, là? Jonas qui a vécu dans une baleine, c'est quoi? C'est Adam et Ève qui étaient les ancêtres de toute l'humanité, puis leurs fils, ils sont mariés avec des femmes. Donc, c'était pas les ancêtres, ou ils sont mariés avec leurs sœurs. En fait, c'est plein. Moi, j'arrive pas à comprendre à ce point-là. Ma mère priait 2 fois par jour, elle croyait à ça, mais elle avait surtout été écrasée dans la religion. Je pense que c'est ça qui arrive dans le monde musulman. J'ai vécu avec des musulmans, moi, en Chine, puis ils se droguaient, ils buvaient de l'alcool, ils mangeaient du porc. C'était des gens instruits. Quand la population est instruite, ben là, ils lisent le livre, ils voient bien que c'est des folies. Comment ça se fait qu'un Dieu parfait révèle des folies, révèle des faussetés, des erreurs, il ment? Pourquoi il fait ça? Bon, fait que la religion baisse, puis à un moment donné, écoutez, nous autres, ça s'est passé, ça n'a jamais été étudié, et c'est un phénomène tout à fait stupéfiant. Ça s'est passé à l'été 66. Les gens, ils sont, mais pourquoi on va à l'église? Là? Parce que le voisin y va. Bon, ben, on y va plus. Ça s'est vidé, ça n'est jamais revenu, les prêtres ont défroqué. Bon, je pense que ça va arriver à l'islam. En tout cas, là, on s'éloigne trop, là, mais
La seule chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a des choses, chaque civilisation sur la planète, il y a une raison pour laquelle ils ont leurs problèmes ou leurs avantages. La Chine est mal placée. Les États-Unis sont fantastiquement peuplés, favorisés. Parce que la mondialisation, elle se fait sur les océans, qui est la surface la plus basse du monde, sauf peut-être la mer Morte, là, mais enfin, ça, c'est des petits détails. Mais c'est plat, vous pouvez vous diriger dans toutes les directions, aucune infrastructure à construire. Les Américains vont continuer d'être une puissance dominante, sauf s'il arrive ce que Lincoln a empêché, c'est-à-dire une division de l'Amérique du Nord, comme les nordistes. Avec le Sud. C'est ça. Bon, en tout cas, mais pour en revenir à ce dont on parle, présentement sur la planète a un problème environnemental qui est réel. Moi, je vois des gens comme Charles Gave, il n'ose pas le dire, mais il pense, lui, que c'est pas vrai qu'il y a un problème environnemental. C'est pas vrai que les poissons disparaissent dans les océans, c'est pas vrai qu'il y a plein de plastique dans les océans, c'est pas vrai que l'eau potable est devenue une rareté. On manque d'étain, on manque de lithium, on manque d'or, on manque de pétrole, de gaz. Non, on va recommencer la croissance. La croissance est possible quand on est 300, 400, 500 millions d'Européens, d'Occidentaux, qui peuvent se construire parce qu'ils vont chercher le minerai au Chili, en Afrique, parce que c'est tous des pauvres, des paysans, et on prend on les achète, on l'a pas volé. En passant, on a plus acheté que ce qu'on a volé dans le temps des colonies. Il y a beaucoup de gens qui disent que les colonies, les Européens, se sont sauvés de la surpopulation. C'est que ça servait à rien. Ils construisaient 10 hôpitaux, puis ça en prenait 20. En construisant 20, ils en prenaient 40. Parce que la population augmentait, c'est la mentalité primitive. Puis on va être nombreux. Dans l'avenir, ce qui va être déterminant pour la richesse des nations, ça va être le rapport entre la population et la rentabilité du territoire. De ce point de vue-là, la France c'est le problème de l'invasion, là. Mais, on va revenir sur les banques. Non, mais j'y retournais. Ah, d'accord, allez-y. Ce que je suis en train de dire, c'est que présentement, il y a un transfert de richesse de l'Occident, de la production industrielle, vers des pays comme l'Inde, la Chine, l'Inde, l'Éthiopie, bon. Et il va forcément y avoir un appauvrissement de la population, parce qu'on n'a plus le pétrole, on n'a plus le gaz, on a passé ce qu'on appelle le pic de Huber dans une foule de domaines, c'est-à-dire que la production totale sur la planète commence à baisser quoi qu'on fasse. Charles Gave, il dit, si on mettait quelques milliards, ça repartirait. Non, il n'y en a plus. Le pétrole, vous savez, le Goldwater Horizon qui a coulé là, dans le gars du Mexique il y a une dizaine d'années. La raison pour laquelle il n'était pas capable de boucher, c'est parce que c'était à plus qu'un kilomètre de profond. Je me souviens plus de la profondeur. Là. Mais un être humain ne peut pas survivre. Ils ont obligé de faire ça avec des robots, ils ont tout saccagé. Bon. Le pétrole il est de plus en plus au nord, en dessous de la glace, de plus en plus creux, de plus en plus dans les océans. Bon. Alors, la quantité, ça fait longtemps qu'on le dit, la quantité de biens que l'environnement peut fournir diminue et comme les teneurs baissent, on dépense de plus en plus d'énergie pour aller chercher le même kilogramme de matière. Bon. Alors, ça va se faire. Maintenant, les banques ici, comme j'ai dit, les baby boomers, c'est pas méchant, ils voulaient simplement profiter de la vie, mais ils n'ont pas réparé les infrastructures, ils ont dépensé la totalité de ce qu'ils ont gagné, puis ils ont créé une dette immense à être payée par leurs descendants. Ça ne marchera pas. Alors, ce qui est en train d'arriver avec les banques présentement, c'est que tout le monde, y compris les entreprises rachetaient des actions. Pourquoi elles faisaient ça? Puis presque toutes le faisaient. Il y avait une grosse réserve d'argent, les banques notamment, qui auraient pu garder pour rembourser leurs déposants. Et ils l'ont pas fait. Ils ont acheté des actions avec les surplus bancaires qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait beaucoup d'argent. Puis là, ben, quand ça s'effondre, ben là, ils peuvent pas payer, ils font faillite parce qu'ils ont pris toutes sortes de risques. Et c'est la montée des taux d'intérêt qui a causé ça. Maintenant, alors, quand vous avez une dette gigantesque comme celle qu'on a présentement sur la planète, vous savez, ils disent le 0,1% de la population terrestre possède 50% de la richesse. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de... D'abord, il y a deux choses. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font partie du 0,1%. Deuxième des choses, une grande partie de l'argent des milliardaires, ça sert à investir. C'est pas de l'argent qui sert à dépenser. Un gars comme Elon Musk, qui a 250 milliards de dollars ou 200 milliards de dollars,
une grande partie de ce 200 milliards de dollars-là a été pris à ses concurrents à qui il a volé de l'argent. Pas volé, qui a pris de l'argent parce qu'il était pas aussi efficace que lui. Et lui, il se sert de ces 200 milliards-là pour investir. Mais Elon Musk, il n'y a pas de maison. Il consomme, ce qu'il consomme vraiment de son 200 milliards, c'est ce qu'il mange, les vêtements qu'il porte, il y a des voitures, il y a des choses comme ça, mais ça vaut combien? Peut-être qu'il dépense, je sais pas, 10 millions par année. Bon. Alors, le résultat, c'est que les gouvernements doivent aller chercher l'argent quelque part. Pas chez les super riches, ça marchera pas, ils sont pas assez nombreux. Parce qu'ils peuvent, déjà, ils ont des armées d'avocats fiscalistes, et puis ils peuvent mettre l'argent dans des paradis fiscaux. Oui, bien sûr. Mais le point où j'en suis, c'est que le petit nombre de milliardaires, il y avait quelqu'un, c'est l'UNESCO qui avait dit que 86 milliardaires étaient plus riches que 50% de l'humanité. Ben, vous irez pas loin si vous allez leur piquer leur argent. Il y a un politicien, Bernie Sanders aux États-Unis, il dit on devrait prendre tout l'argent des gens qui ont plus que 999 millions de dollars. C'est-à-dire les milliardaires disparaîtraient. Ben, pourquoi pas les millionnaires d'abord? On peut s'arrêter à 990 000. Bon. Alors, les gens ont dit non, il y a de l'argent qui sert à investir, alors que l'argent que la population a, ça sert à payer la maison, à payer la voiture, payer les études des enfants. C'est pas pour investir. Ou si on veut, oui, les enfants, c'est un investissement, là. C'est payant, les enfants. On va s'en rendre compte dans les prochaines décennies. C'est très, très payant. Ça paye des pensions, les enfants. Bon. Alors, ce qui se passe présentement sur la planète, il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus d'enfants. Toute l'Asie est en train de passer en bas de 2,1. Puis après, ça va aller plus vite. Mais l'Europe. quelque chose dont on n'a pas parlé. Allez-y. C'est les taux d'intérêt. Dans le sens où il y a une inflation, en tout cas en Europe. J'imagine que. J'imagine pas. Les taux d'intérêt ont augmenté en Europe. Avant, les taux d'intérêt étaient négatifs. Qu'est-ce que ça va produire? Quelles seront les conséquences, justement, du relevé encore, comme ça l'a été en Amérique, des taux d'intérêt? Est-ce que le relever les taux d'intérêt va peut-être pousser les banques à la faillite? Oui, ça va arriver, forcément. Ça va arriver à peu près tout le monde. OK. Comment je dirais ça? OK. C'est ce que je vous disais. Les milliardaires, pas grand argent à faire. Ce qu'on peut aller chercher, c'est sur la population, le 8 milliards d'habitants. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'argent, surtout dans les classes moyennes. Alors, ce qui est en train d'arriver, quand vous avez des dettes aussi importantes, quand le taux d'intérêt monte, si vous avez une maison qui vaut 20 millions de dollars, puis vous en devez 10, bien, tant que vous êtes à zéro, vous en foutez, 0% d'intérêt, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais si ça monte à 3, 4%, on parle pas de 15 que j'ai déjà connu. 15%, 22% d'intérêt en 82, je crois, aux États-Unis. Ça n'a pas duré. Bon. Ben là, ça saute. Je ne peux pas garder votre maison 22 millions, c'est 22% d'intérêt, oubliez ça, si vous êtes obligé de renégocier votre dette. Bon. Alors, ce qui se passe, chose intéressante, c'est après la crise des dot-com en 2000-2001, qu'à cause des grandes quantités d'argent qui se sont perdues, le gouvernement a demandé à la Banque centrale de baisser les taux d'intérêt à 0, à 1%, mais avec l'inflation, ben, vous passiez dans le négatif. Ça a duré jusqu'en 2007-2008, où là, vous aviez une crise qui commençait parce que les banques étaient en train de sauter. Alors là, ils ont fait ce qu'on appelle un bail-out. Bail-out, c'est le gouvernement qui prend votre argent, ils font des dettes, puis ils donnent ça aux banques pour les sauver. Mais c'est une dette. C'est vous qui allez payer. Pas un milliardaire, c'est vous qui allez payer cette dette-là. Alors, quand ça a failli sauter, ils ont rebaissé. En quelques mois, ça a rebaissé à 0 ou à 1%, mais enfin négatif dans le réel. Puis ça a recommencé récemment. Chose intéressante, aujourd'hui aux États-Unis, le taux d'intérêt est de 5,25% et c'est exactement le taux d'intérêt qui a déclenché la crise de 2007-2008. Parce que si vous empruntez, c'est ce qui est arrivé aux États-Unis, si vous empruntez pour acheter votre maison, même une maison raisonnable, là, 150 000, 200 000 $, mettons. Bon. Alors, quand vous l'achetez, la maison, ils ont laissé n'importe qui, sans même parfois mettre de mise de fonds, là. Rien, là. Alors, il louait ça, bon, c'était 4%. Le gars pouvait payer. Alors, je peux payer, allons-y. Il achète la maison. Puis dès que le taux d'intérêt, parce que le taux directeur de 5,25%, quand vous achetez une maison, c'est plus haut. La banque, il faut qu'elle se paye. Alors, ça peut monter à 7-8%. Les gens ont mis la maison sur le marché. Là, ça s'est effondré, l'offre et la demande. Bon.
Et ça a monté à 5,25% en 2008, puis là, on est à 5,25%. C'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui bloque, là, puis là, ce qui se rend... Bon. Alors, l'argent, il est toujours pris à la population parce qu'ils sont 8 milliards. Aux États-Unis, ils sont 350 millions, puis les milliardaires, un petit groupe. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est tout... Comme les classes moyennes, les classes pauvres, ne connaissent rien au système financier, ne peuvent pas se défendre. Comme nos dirigeants, c'est des nouilles. Biden, il sait même pas ce qu'il fait, il est perdu. Macron, ça se voit du Québec, hein, il s'en fout de la France. C'est incroyable. Les Hollande, puis ils ont quasiment fermé EDF, ils ont donné ça aux Allemands. Vous aviez une meilleure parc nucléaire au monde. Là, ils veulent reculer. Pourquoi t'as fermé Fessenheim? Pourquoi ils ont fermé le Superphénix, je pense? En tout cas, il fallait pas faire ça. Mais c'est toutes des décisions prises au jour le. Ah, les dirigeants ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils sont changés régulièrement, puis c'est des gens qui viennent de n'importe où, parce qu'ils ont une belle gueule ou parce qu'ils parlent bien. Les pauvres ne comprennent pas ce qui se passe, puis les riches, eux autres, défendent leurs intérêts. Alors, c'est toujours la population qui paie. Et il y a 3 façons de payer une dette. Il y en a juste 3. Il y en a peut-être d'autres, là, mais ça revient tout à peu près à la même chose. La première, c'est d'aller chercher l'argent des gens. C'est-à-dire, on monte les impôts. On monte les impôts de 20% à tout le monde. Bang, bang. Alors là, vous ne serez pas content, puis les gilets jaunes, vous n'avez rien vu. Ça va faire une crise, ils vont tout casser. Bon, j'étais en Argentine en 2001 quand ils ont volé l'argent de la population dans les banques. Puis les gens se promenaient dans les rues, puis le président a foutu le camp, tout le monde, ils sont tous partis. Puis les gens se promenaient dans les rues, puis ils disaient, on se venge sur qui? Ah, ben c'est pas moi, c'est celui qui était d'avant moi, bon, etc. Puis là, les gens criaient, que se vayan todos, s'en aillent tous, toutes les élites, tous les bandits, on veut notre argent. Il s'est passé la même chose au Liban, là, les 2 dernières années, puis il s'est passé quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils ont fermé la banque, puis là, ils jetaient dehors les clients, hein. C'est les gens qui voulaient, il y a des gens qui sont toujours assez malchanceux pour avoir vendu leur maison, puis avoir mis l'argent dans la banque la veille où ça a fermé. Ben, le gars, il a tout son argent, là, il a 50 000 $, il veut. Fait qu'il y a un gars qui a fait ça au Liban, il a pris un fusil, il est rentré dans sa banque, puis il a dit, les clients dehors, tous les gens de la banque, là, vous allez vous mettre là. Puis toi, le directeur, là, tu me donnes mon argent, c'était 50 000 $. Tu me donnes mon argent. Fait qu'ils ont eu peur, parce qu'il y avait une arme. Fait qu'ils ont donné son 50 000 $, il a rempli le papier de retraite, son 50 000 $, puis il est reparti avec son argent. Fait que là, évidemment, pas le droit d'attaquer les gens avec une arme. Et au Liban, ça va très, très mal, surtout depuis l'explosion dans le port qu'il y a eu 2-3 ans. Et alors, ils ont dit... La deuxième maintenant, passons. Oui, mais je vais juste finir comme ça. C'est qu'ils ont voulu le poursuivre, ils le poursuivent. C'est la population qui a dit non, vous ne le poursuivez pas. Il n'a pas volé, il a pris son argent. Puis là, depuis, il y a eu 7 ou 8 attaques de banque de la même façon. Puis là, ben bien, ils ont organisé un système pour se protéger. Bon, première façon, c'est d'aller chercher aux gens en mettant des taxes, en taxant sur les maisons, etc. La deuxième façon, c'est ce qu'on a fait depuis 250 ans, depuis la révolution industrielle, c'est par la croissance. C'est-à-dire que vous avez une croissance. Alors, si vous avez une dette de 1 million de dollars et que vous avez un avoir qui vaut 1 million de dollars, c'est 100% que vous devez, c'est beaucoup. Si la dette reste à 1 million de dollars et que vos actifs montent à 2 millions, ben là, c'est rien que 50%. Puis si ça monte à 4 millions, c'est juste 25%. Bon, alors quand vous avez de la croissance comme ça, c'est-à-dire on en fait de plus en plus, puis on se fout éperdument de l'environnement, parce qu'on veut juste faire de la croissance, les économistes, les gouvernements, toutes les grandes élites ont perdu le contact avec l'environnement. Comme Charles Gave, il croit vraiment que c'est pas vrai qu'il y a une crise environnementale, que les espèces disparaissent de deux. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi M. Philippe Perlin, en tout cas en France. Oh, ça. Olivier Delamarche est à peu près de la même opinion. Voilà. Il appelle ça des miroirs magiques, des moulins à vent. C'est une farce. Bon, ben, moi, je suis assez d'accord pour les moulins à vent, là, pour les éoliennes, parce que ça bouge. Ça frotte, il y a du vent. Mais les panneaux solaires, c'est l'avenir. Vous mettez ça dans les vitres des maisons, c'est possible, que ce soit transparent. Puis tout le monde aurait de l'énergie solaire près du lieu de consommation. Plus de lignes électriques, plus de grands barrages, etc. Moi, ça me semble... mais évidemment, on parle d'un gros appauvrissement. Partout.
partout sur la planète, parce que la planète ne peut plus suffire. Bon, alors, la croissance permettait, en croissant, de payer les dettes, de donner un beau niveau de vie aux gens, mais sans se rendre compte que c'était fait au détriment de l'environnement, parce que l'environnement, c'est tellement résilient que ça paraissait pas. Et les forêts, ça repoussait. Ça fait pas longtemps en passant, quand vous plantez une forêt, c'est pas une forêt. Les Anglais appellent ça a tree farm. C'est une ferme d'arbres. Parce que ce que vous plantez, c'est l'essence de bois qui est utile à l'industrie. Les arbres sont tous alignés. C'est pas une forêt, ça. Il y a pas de vie. Moi, j'ai dormi dans ces forêts-là, hein. La barrière verte en Algérie, en Islande, au Canada, un peu partout. Il n'y a pas de vie. Il y a une espèce d'oiseau, ils ont des ailes, ils peuvent se déplacer. Vous voyez une forme d'arbre à la même hauteur toute. Il n'y a pas de sous-bois. Bon. Alors, les destructions environnementales paraissaient pas parce qu'on était juste 500-600 millions de riches. Là, on s'en va sur 2 milliards de riches, puis il y en a 6 autres qui veulent devenir aussi riches, puis il y en a un autre qui va se rajouter apparemment. Bon. Alors, un des réflexes des gens, ça a été le cas en Chine, c'est de dire, on arrête de faire des enfants pour garder l'argent pour nous. Puis là, tout le monde s'y met. Alors, les immigrants là, dont la chaîne va avoir besoin, ils n'existeront simplement pas. Depuis, la chaîne est incapable d'assimiler des étrangers. C'est un autre. On parle d'un autre monde. C'est pas l'Europe. D'ailleurs, l'immigration a été favorable à l'Europe jusqu'à ce que ça devienne un problème. C'est le pourcentage d'immigrants ne peut pas passer plus que 10-15% sans que ça crée des problèmes. Parce qu'ils reproduisent ce qu'ils connaissent. S'ils ont quitté leur pays, c'est parce que ça allait mal. Ils font deux Algéries au lieu d'en avoir une. Bon. En tout cas, alors ça, la deuxième façon, c'était par la croissance. Puis là, maintenant, c'est plus possible. Puis la troisième? La troisième, c'est l'inflation. C'est que l'inflation... Ah oui, donc du coup, alors, ma question, vous avez bien fait de toucher le point de l'inflation. Est-ce que en Europe, l'inflation est créée justement pour rembourser cette dette? Moi, je pense qu'ils reconnaissent. OK, on va reculer un peu encore. Allez-y. Le problème, c'est qu'on pense à court terme en démocratie. Une dictature, ça pense à long terme. Mais si ça se met à penser tout croche, c'est encore pire que la démocratie. Et ça, c'est autre chose. La démocratie, le travailleur, il attend ses vacances de l'année. Le politicien, il attend 4 ans au bout pour se faire élire. Les chefs d'entreprise, c'est le bilan de fin d'année. C'est tout du court terme. Il y a très peu de gens. Il y en a qui le font, comme Elon Musk, qui pense dans 20, 30 ans, 40 ans, mais il ne peut pas penser à 2000 ans. Vous avez... alors, quand vous pensez à court terme comme l'Occident, ben vous vous dites, il faut juste que je fasse des trucs pour durer jusqu'à l'élection. Puis après, ben, je t'ai élu. Puis au bout de mon deuxième mandat, ben, il se débrouillera Trump, puis Hollande, puis on s'en fout. Puis eux, ils s'en vont dans leur confort, dans leur dacha, dans le cas des Russes. Puis quand ça s'effondre, ben là, tout s'effondre. Alors, dans le cas de l'inflation, c'est que si vous ne montez pas les taux d'intérêt, ben, les gens continuent de faire des dettes. Des dettes. Oui, mais si vous montez les taux d'intérêt, vous tuez les banques. Vous tuez les banques, puis vous tuez la population aussi, parce que moi, j'ai plein de gens, au Canada, ça a toujours été, on n'a jamais eu, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'hyperinflation. En tout cas, pas depuis des années 30, là, quand c'est devenu le dollar canadien. Il y a peut-être eu des cas dans des régions, mais comme il n'y a jamais eu d'hyperinflation, les gens pensent, ah, ben là, je vais prendre ma retraite dans 2 ans, puis là, je vais avoir une pension de 100 000 $ par année, je vais bien vivre. Puis chaque année, on va aller se promener en yacht dans les Caraïbes, on va faire des beaux voyages, puis on va avoir au Québec, il y a un bon pourcentage de population qui ont des maisons en campagne, dans la forêt. Bon. Alors, toujours est-il que les gens, c'est ce qu'ils s'imaginent, eh bien, c'est arrivé à la fin de l'empire de l'URSS. Il y a des gens qui ont malheureusement pris leur retraite en 1988. En 89, ça saute. Fait que le gars, il s'en allait, lui, il avait sa LADA, qui était garantie par l'État, parce qu'il avait été directeur d'une région de je sais pas quoi. Il avait sa dacha, il avait sa maison, il connaissait tout le monde, il était capable de défendre ses intérêts. Puis là, bang, paf, tout explose. Alors, les gens, ces mêmes personnes-là, 2 ans plus tard, ils essayaient de vendre leurs horloges grand-père sur le coin des rues, leurs voitures.
ils recommençaient à travailler. Parce que quand ça s'effondre partout. Il n'y a pas moyen. Les milliardaires vont perdre beaucoup d'argent dans la crise. En passant en 2022... La crise, vous la voyez quand? On est dedans. Ben, c'est ça, c'est toutes les questions de si on pense à court terme ou à moyen terme. Nous, on a été marqués par la crise des années 30 avec le crash boursier. Crash, bing, bang. Il faut comprendre qu'après la Première Guerre mondiale, qui est peut-être la pire des guerres qu'il y a eu là, en Europe dans toute l'histoire, c'était horrible, des trucs horribles. Alors, quand les gens sont sortis de là, ben ils voulaient s'amuser. Il n'y a pas eu de baby boom. Ils se sont amusés, c'était les années folles, jusqu'en 1929. Puis là, ben l'argent, ils empruntaient de l'argent aux États-Unis, puis ils investissaient ça à la bourse, ça montait tout le temps. Puis là, il y a un phénomène, c'est l'inverse du bank run, c'est que les gens, ils appellent ça NOMO. Fear of missing out. C'est FOMO. C'est que les gens disent, merde, mon voisin, il est rendu, il a 1,5 million, puis moi, parce que j'ai tout gardé mon argent, ben, je suis encore à 200 000. Il saute dans le train. Et là, quand ça s'effondre, c'est ce qui est arrivé dans les années 30, ça a fait un crash. Mais aujourd'hui, ils ont bien développé des systèmes pour gagner du temps. Ils gagnent du temps. Alors, ils cachent, les banques cachent ce qu'ils font de mal, qui volent l'argent, qui sont... Oui, mais ils ne pourront pas cacher éternellement. Mais là, ça apparaît. Quand les gens... Là, on le voit, oui, ça apparaît. Oui, les gilets jaunes, c'était une lumière jaune, c'est pas une lumière rouge, c'est une lumière jaune. Quelque chose qui se passe. Donald Trump, c'est une lumière jaune. Donald Trump, il voulait fermer la frontière pour pas qu'il y ait d'invasion. C'est fou, ça? Non, c'est pas fou. Il voulait arrêter les guerres. Il n'a pas fait de guerre. Il n'a pas lancé de guerre, Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a fait à part de ça? Il a essayé de négocier avec le petit con là, en Corée du Nord. Il a vraiment essayé. Il a essayé de se faire aimer avec Poutine. On ne fera pas d'ennemis avec... parce que l'idée, c'était d'encercler la Chine. Il faut la contenir. On n'a pas longtemps à attendre. Alors, il a essayé de faire des choses, Trump, mais c'est un individu qui est désagréable. Il est désagréable. Il dit ce qu'il pense brutalement, puis il se fout de tout. Puis en passant, il est vraiment bon dans son populisme. Bon. Puis là, c'est ça. Là, je pense qu'ils vont voler l'élection. Je le pense. Parce que là, ils veulent pas, ils en veulent tellement pas. Ils détestent tellement Trump que s'ils peuvent y mettre une balle dans la tête, ils vont le faire. Il va y avoir beaucoup de vols. Si par contre, la population est excédée à cause de l'inflation, à cause des banques qui tombent, ben là, il y a des chances de passer, mais d'après moi, il faudrait qu'il y ait quelque chose comme 55-60% du vote pour pouvoir prendre le pouvoir. On verra. Mais le point, c'est que présentement, c'est ça que je vous disais, si vous regardez qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand les êtres humains ont inventé les outils, qui sont descendus des arbres et ont commencé à se promener dans les savanes africaines, c'est là que ça a commencé. Ensuite, vous avez eu l'invention de l'agriculture. L'être humain s'est éparpillé partout sur la planète. L'invention de l'agriculture qui a beaucoup détruit les environnements, mais ça paraissait pas parce que c'était local, une espèce par-ci, par-là qui disparaissait. On sait même pas qu'ils ont existé. Ils ont disparu. Puis là, ça a accéléré formidablement avec la révolution industrielle. Puis là, c'est la mondialisation. Puis là, ben, c'est le fait que l'environnement ne peut plus le supporter. Alors, donc, du coup, comment vous voyez... Alors, on est déjà dans la crise. Alors, il y aura la crise, certes, mais comment vous voyez l'avenir dans par exemple, les 5 prochaines années? Est-ce que vous voyez l'effondrement, peut-être? Un effondrement, certainement. Dans les 5 prochaines années, je ne vois pas comment ce qu'ils pourraient. Là, ils ont... Écoutez, moi, je parlais de l'effondrement à cause de ce que je viens de dire. C'est des tendances à long terme, des tendances lourdes. On les voit. Là. On voyait que le pétrole, il en produisait de moins en moins. On voyait que les Arabes mentaient sur leurs réserves de pétrole. Il y en a au moins qui disent. Il y avait, plein de choses qu'on voyait. Des détails. Quand j'étais petit garçon, on se promenait pour aller dans le nord parce qu'on allait dans des rivières pour se baigner, etc. Puis, à chaque fois qu'on arrêtait une station-service, je sortais de la voiture pour laver la vitre, le pare-brise. Parce qu'il y avait toutes sortes de moustiques. On parle du Québec, un pays très giboyeux. Plein de... Je lavais les... Aujourd'hui, faites 2 jours, lavez pas les vitres. Il n'y a plus d'insectes. On manque d'abeilles, etc. L'environnement est en train de s'effondrer. Puis comme les teneurs en minerais, puis les quantités d'arbres disponibles diminuent également, ben là, les teneurs diminuent. Mais là, bon, ça marche plus. Alors, quelle était votre question? Vous vouliez me poser? Justement, qu'est-ce que vous voyez, oui, OK. Qu'est-ce que vous voyez dans les 5 prochaines années?
Comment vous voyez Bon. le monde Là, ce qui- déjà l'Occident, sans parler même du monde, dans les 5 prochaines Bon, années. l'Occident a son propre problème, c'est que c'est comme ça, les civilisations. On est en décadence, on a été riches trop longtemps. Quand les gens sont riches trop longtemps, ils sont dans le confort trop longtemps, ils ont besoin de défis, qu'on a toutes sortes de trucs bizarres, des gens qui se droguent aux États-Unis, des gros bonhommes, là, des policiers qui pèsent 300 livres. Comment est-ce qu'il peut faire son travail? En tout cas, 80% des jeunes sont impropres à l'armée, ils veulent pas se battre. Quand je pensais aux Japonais, là, qui toléraient 100% de pertes, les Américains y allaient à Tokyo. Ça aurait coûté 1 million et demi de morts américains, d'où la bombe atomique, mais ça ne veut pas dire que c'était justifié. En tout cas, toujours est-il que le problème auquel on fait face maintenant, c'est que l'Occident a le problème de tout le monde, en plus du problème de la décadence. Les gens ne veulent plus se battre, puis ça va dans toutes les directions. Les États-Unis, là on parle de l'Europe. Vous avez des matières premières, mais pas assez. Avant, vous alliez les chercher en Afrique, au Chili, au Brésil, au Canada. Bon. Là, vous n'avez plus l'argent, les dettes. Vous n'avez plus l'argent. Comme là, au Soudan, je voyais une femme qui parlait hier, elle était au Soudan, puis elle dit, il faudrait envoyer de l'argent pour aider le Soudan. Ben non, on n'a plus, là. De toute façon, l'Afrique est un continent assisté. À un moment donné, ils vont être obligés de mettre leur culotte, puis régler leurs propres problèmes eux-mêmes. Puis arrêtent de s'entretuer, puis de penser. Quand je travaillais dans le développement international, il me disait, oh non, on va devenir plus puissant. Pourquoi plus puissant, plus nombreux, plus puissant? C'était clair. Là, il arrêtait là. C'était clair qu'ils voulaient envahir l'Europe. Puis là, ils vont prendre le Moyen-Orient, puis parce qu'ils sont déjà au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, c'est place ça. Alors, ça, c'est la vieille mentalité, puis ils sont en train de détruire leur continent pour être plus nombreux. Ben oui, mais quand le pays va être détruit, il y a quelqu'un qui va crever, parce que ça va mal fonctionner. Alors, la dénatalité dans le monde, c'est un réflexe face à une crise. Une crise qui depuis très longtemps, depuis l'invention des premiers outils là, qui nous a permis de descendre des arbres, de se promener dans les savanes. Alors, là, on arrive à la crise finale, mais pas la fin de l'humanité. Vous savez, l'humanité va survivre très, très, très bien à la crise. C'est les individus qui vont souffrir. Et la baisse c'est quoi la différence? Ben, l'humanité, ma famille, la vôtre, tout ce qui est vivant sur la planète appartiennent à des familles qui ont 4 milliards d'années d'âge. 4 milliards. On a survécu à bien pire que ça. Mais c'est les individus qui vont être dans la pauvreté. Mon père m'a raconté que les années 30, son père avait 4 jobs, 4 emplois, dont un qui était presque de la mendicité. Il allait vendre des produits, il appelait ça des produits râlés, en tout cas, c'est pas important. Et il y a une femme qui les achetait parce qu'il y avait ses enfants à faire vivre. Puis bon, ma grand-mère était malade en plus. Il a perdu son travail à la banque parce qu'il s'est marié sans permission. Enfin, toutes sortes de problèmes. Puis il dit, ils sont partis, ils vivaient avec, lui, il était habillé avec des vêtements qui venaient de Paris. Puis là, ils sont tombés dans la dèche. Puis là, ça a duré jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et à la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont fait massacrer, cette génération-là. Alors, mon père m'a raconté qu'il dormait dans sa chambre. C'était lui qui était le plus vieux. Il mettait du bois on appelle ça une truie, là, dans un fourneau, là, pour chauffer la maison. Puis évidemment, le bois brûle. Puis il dit, il y avait de la glace qui sortait du mur. Bon, ça allait aussi mal que ça. Il n'était jamais sûr de manger à leur faim. C'est-à-dire que ça va être le retour dans nos pays aux années 30, en gros. Oui, je m'attends à pire parce que dans les années 30, il y a eu une erreur de contrôle c'est parti des États-Unis, hein, la France n'était pas là. Évidemment, il y avait leurs propres problèmes, mais ça a été une flambée. Puis là, c'est ça, c'est que présentement, la crise, elle s'étire. Moi, j'ai commencé à écrire sur la crise vers 2012 en disant, ça s'en vient. À chaque fois, encore aujourd'hui, là, la crise est là, on le voit. Il y a 11 banques qui ont fait faillite aux États-Unis depuis 2015, je crois, 2015. C'est pas beaucoup, mais on voit bien que c'est des grosses banques. Crédit Suisse a fait faillite. Elle a été rachetée par UBS. C'était la deuxième plus grande banque de Suisse. Vous avez ici, en France, c'est la même chose. Il y a des banques qui sont vraiment pas solides. Même chose en Italie. Comment ça s'appelle? Paschi, en tout cas, c'est pas grave. Montepaschi, c'est ça, la plus vieille banque du monde.
En tout cas, fait que toujours est-il, à date de, en tout cas, j'ai eu quelque part dans mes notes. Alors, ce qui est en train d'arriver, puis là, c'est évident, on commence à avoir des problèmes. S'ils montent trop, comme je l'avais dit, s'ils montent trop les taux d'intérêt, les gens, les gouvernements, les entreprises ne peuvent pas payer. S'ils ne montent pas les taux d'intérêt, c'est l'inflation. Mais c'est la troisième méthode, ça, pour payer la dette. Et moi, je pense que ceux qui sont conscients que l'inflation est nécessaire, pas souhaitée, c'est nécessaire pour payer la dette, c'est-à-dire pour... écoutez, le Zimbabwe, en 2008, ils ont commencé à produire des dollars zimbabwéens, $1 zimbabwéen pour $1 américain. Ça s'est terminé dans les dernières semaines de 2009 à 10 trillions de dollars, des billets de banque de 10 trillions de dollars. Zéro. C'est ça. Je pense que c'est au Venezuela, ils ont dit à la population, les billets de 1000 bolivars, ajoutez 2 zéros. Autrement dit, ils les imprimaient même pas, les gens ajoutaient 2 zéros, puis c'était bon. Dans la République de Weimar, les gens, ils donnaient des cubes de billets de banque aux enfants pour qu'ils se fassent des cabanes dans la cour. Mais justement, ça, c'est l'inflation. Certains économistes prédisent cet avenir en Europe, et pourtant, ça n'arrive pas encore. Oui, parce Comment vous l'expliquez, ça? Parce qu'ils ont trouvé des trucs. Il y a des gens intelligents, là. Ils ont été pris par surprise dans les années 30, puis là, ils ont gagné du temps. Par exemple, il y a eu un truc, j'en ai parlé tantôt, je crois, du Glass-Steagall Act. C'est-à-dire qui interdisait aux banques de dépôt de faire des investissements avec l'argent de leurs déposants qui mettaient l'argent là pour le protéger. Eh bien, c'est Clinton qui l'a éliminé en 99. Il a dit, OK, on enlève ça. Mais ils ont gardé, pour rassurer les gens, la corporation d'assurance dépôt. Vous avez ça en France, au Canada. Ça, encore une fois, c'est pour tromper la population. Parce que ce qu'on a dans la corporation vous avez ça en France également, là, pour la protection des... Vous avez 100 000 euros. Nous, c'est 100 000 $ canadiens, c'est à peu près pareil. Les Américains, c'est 250 000 $. Eh bien, ils viennent de faire un truc, parce que quand la Silicon Valley Bank a sauté, la Silicon Valley avait la protection de 250 000 $ US de protection. Alors, les gens, ils ont dit, ben là, le gouvernement a dit, non, il faut pas que les banques sautent. Alors, on promet à tous les déposants de la Silicon Valley Bank qu'on va leur remettre la totalité de leur dépôt. Comme ça, il n'y aura pas de... Bon, deux choses. D'abord, l'argent disponible dans le fonds d'indemnisation des dépôts là, est pas assez pour payer toutes les banques des États-Unis s'ils font faillite, ou s'il y en avait 10 ou 20 ou 1000 ou 4000 comme dans les années 30. Il manque d'argent. Alors, pour vous donner une idée, en 2008, je pense que c'est 2008, le fonds d'indemnisation au Canada était de 4 milliards de dollars, puis il y avait 700 milliards de dépôts. Est-ce que vous pensez que 4 milliards... C'est pareil en France, hein? C'est pareil en France. Alors ça, c'est un mensonge, pour commencer. Deuxième des choses, dans le cas de Silicon Valley Bank, il y a des compagnies, je l'ai ici, ils avaient 400 millions de dollars. Attends, je l'ai-tu ici, le montant? Non, je l'ai ailleurs. Mais 400 milliards de dollars, il y en a un autre, c'était 200 millions de dollars, un autre 10 millions de dollars. Autrement dit, ils ont menti à la population, ils ont sauvé leurs amis, les riches, puis ils ont remis des centaines de millions de dollars à une poignée de riches. Mais ça a passé, il faut empêcher Non, qu'ils perdent leur argent. Ils l'ont mis là, leur argent, qu'ils le perdent. Puis nous, on est protégés par 250 000, ils doivent recevoir 250 000, pas plus. Eh bien, c'est les deux problèmes. Et tout le système aujourd'hui, les banquiers mentent depuis toujours, les gouvernements mentent pour protéger les banques, l'Internet je ne sais pas si on a dit quelque chose là, qui pourrait nous couper. Là. Non. Mais l'Internet, il censure. On ne sait même pas pourquoi. Moi, j'ai été censuré, ils ne nous disent même pas pourquoi. Ils ne publient pas, ils ne vous le disent pas. Puis moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais je ne savais pas ça, que tu avais fait des vidéos sur la crise. Pourtant, je suis abonné. Fait que c'est tous des trucs. Là, c'est toutes les élites qui savent que ça va mal aller. Ils ne sont pas contents. Ils sont en danger. Elon Musk, là, il y a des gens qui ont attaqué ses deux enfants, qui est marié avec la Québécoise de Boucher, qui s'appelle
En tout cas, c'est une chanteuse. Puis, ils ont attaqué. Qui est obligé de payer un système de sécurité comme le président américain pour défendre ses 9 enfants. C'est un problème. Bon, alors, ils peuvent se faire tuer facilement. Ils vont perdre tous beaucoup d'argent. Tesla est à 50 fois les profits, le prix de l'action, 50 fois les profits. Normalement, c'est 10 à 15. Fait que c'est pas compliqué. Ça vaut le tiers de ce qui est capitalisé, la bourse. Et tout ça, ça va arriver à la fois lentement, mais parce qu'ils ont toutes sortes de trucs comme là. Il y a un autre truc qu'ils sont en train d'utiliser aux États-Unis, c'est le report du debt ceiling, le plafond des dettes. Comme s'ils pouvaient continuer éternellement. Non, non, c'est juste Biden qui essaie de se rendre à 2024. Puis il y a tout un bon. Alors, ils ont utilisé depuis 2008, écoutez, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu de crise. Des vraies crises. On parle d'une crise. En 2008, ça en était une vraie, là. Mais par rapport à 1930, c'était pas grand-chose. Puis là, ben, vous allez avoir celle qui s'en vient. D'après moi, ça va être beaucoup plus grave parce que pour la même raison que ça prend du temps avant que la crise se manifeste de façon évidente, puis là, ça devient de plus en plus évident, c'est la raison pour laquelle ça va être très, très, très long pour repartir. C'est beaucoup plus difficile de construire que de détruire. Si on s'entend tout le monde sur la planète, là, on peut mettre tout à fait à 100, on peut détruire tous les tigres de la planète probablement en quelques jours. Il suffit de les repérer. Puis bon. Alors, c'est le problème. Et comment maintenant, il y a une dernière chose que j'aimerais dire, comment les gens peuvent se protéger? Il y a des façons de se protéger. D'abord, sortez votre argent des banques. Mais comment on le fait? Comment on le fait, ça? Mais vous pouvez le retirer petit à petit. Vous pouvez le retirer. Comme là, présentement, si vous allez à votre banque et vous voulez retirer 3 000 €, ils vont vous les donner. Si vous voulez retirer 20, c'est pas évident. Ça se fait. C'est mieux d'avoir des billets que d'être pris parce que c'est deux choses différentes. Le billet en papier, c'est imprimé par la Banque de France. Ça c'est le billet, l'argent en numérique, là, les banques, quand vous payez une maison, parce que tous les gros montants, acheter une voiture, acheter une maison, acheter un terrain, tout ça, ça se fait par écriture. Vous ne charriez pas bon. Alors, c'est mieux d'avoir des billets, mais les billets, ils vont être pris par l'inflation. Alors, si vous êtes capable, ça, c'est le plus important, éliminez vos dettes. Arrêtez de vous servir d'une carte de crédit. Le crédit, là, c'est la même chose. C'est le même concept que la dette. La dette, c'est un impôt différé. La dette sur une carte de crédit, c'est des paiements différés. C'est avec des 22% d'intérêt. Alors, arrêtez d'utiliser une carte de crédit, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va sauter. Il faut toujours payer la totalité de la dette de la carte de crédit quand elle vient à échéance. Si vous êtes assez bon, vous êtes 2-3 jours avant que ça vienne à échéance, là, mais les gens ne sont pas capables de résister. Bon, ça fait trop longtemps qu'on est riche. Acheter de l'or, ça se vend de l'or. Il y a des compagnies, j'en ai découvert mais à acheter Montréal. de l'or physique, pas de l'or papier. Oui, écoutez, il y a de 200 à 500 fois plus d'or en papier, des promesses qu'on va vous donner à une once d'or avec votre papier d'une once d'or, qu'il y a d'or véritable dans le monde. C'est encore une fraude. Puis évidemment, quand ça va apparaître, tout ça, l'or, le vrai or physique va monter en fou, bien sûr. Je ne vous dis pas que ça va être 200 fois pire, mais l'or, c'est pour conserver de l'argent. Ça bouge pas l'or. Mais ça sert d'étalon, ça sert de conserver la valeur, puis ça sert à faire des achats importants, faire des échanges. Bon, mais acheter de l'or. S'il n'y a pas d'or disponible, parce que tout le monde est en train d'en acheter, là, les gouvernements, la Russie, la Chine, c'est fou tout ce qu'ils ont acheté. On n'a jamais su combien il y avait d'or à Fort Knox aux États-Unis. Ça n'a jamais été, on dit en anglais, audited. Ça n'a jamais été vérifié par des comptables. On ne sait pas combien il y en a. Puis ils ont refusé de donner l'or à plusieurs pays qui ont caché leur or aux États-Unis parce qu'il y avait des guerres ou des trucs comme ça. Puis on ne sait pas combien est-ce qu'ils ont d'or. C'est grave. Encore une fraude, encore un mensonge, encore de la tricherie. Vous avez, s'il n'y a pas d'or, achetez de l'argent. Achetez le platine, des œuvres d'or. Les œuvres d'or, là, c'est dangereux. Vous savez que on sait que Rembrandt a peint pas plus que 800 toiles dans sa vie. Puis dans les musées du monde, il n'y en a seulement que 2000.
Alors, vous savez, les œuvres d'art, là, c'est un peu difficile Il à faut s'y connaître. En tout cas, faut s'y c'est connaître. bon, mais il faut s'y connaître. C'est ça. Autre chose, payez votre maison. Si vous avez une hypothèque, parce que l'hypothèque, ça peut monter à 10, 20, 30, 40%, c'est tant que les dettes n'ont pas disparu. Il n'y a plus de dette en Allemagne de Deutschmark des années 30. Elle a disparu. Elle a disparu. Parce qu'ils en ont tellement imprimé que ça ne valait plus rien. Prenez une brouette pour aller acheter. Le 100 trillions de dollars zimbabwéens de 2009, ça ne payait même pas un voyage en autobus. En tout cas, alors là, vous nettoyez la dette, mais vous la nettoyez par votre appauvrissement. Vous tombez dans la dèche. Là, c'est comme, puis personne ne vous a aidé, là. Les hôpitaux sont gratuits, mais il y a une file d'attente de 4 ans, 10 ans. Tandis que si vous payez un médecin qui travaille de 5 heures à 8 heures le soir, ben, ça vous coûte de l'argent, mais vous êtes soigné. Alors, c'est tout s'effondre. Puis les pensions pour lesquelles les Français se battent, ils se battent pour des pensions qui ne peuvent pas être payées. C'est pas Macron qui est méchant. C'est pas possible. Ceux qui paient les pensions, c'est une autre affaire que la population refuse de comprendre. Ce sont les travailleurs qui paient les pensions des personnes retraitées. C'est pas de l'argent qu'ils ont pris sur leur salaire toute leur vie. Je parlais avec un gars l'autre jour, il dit non, je payais, chaque mois, il me retirait 75 $ ou 200 $. C'est à moi, c'est mon fonds de pension. Non, c'est un mensonge. D'abord, c'est pas une pension pour Mike Borowski, c'est dans un fonds de pension. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui mettent de l'argent dans le fonds, puis ceux qui le retirent. Quand vous avez le baby boom qui met de l'argent dans le fonds gonfle. Puis quand le baby boom rentre à la retraite, le fonds s'effondre, rentre en négatif. Puis là, les jeunes refusent de payer. Ils votent avec leurs pieds, ils changent de pays. Il y en a plein qui font ça. Ils vont vivre en Suisse, ils vont vivre dans d'autres pays, au Québec. Au Québec, on a un bon... En tout cas, voilà. Est-ce qu'il reste encore des choses pour se protéger? Voilà. Est-ce que vous avez encore des... Oui, OK, il y a une loi. Il y a une loi. C'est très, très simple. Si vous pouvez toucher avec vos doigts ce qui vous appartient, c'est à vous. Si vous ne pouvez pas y toucher avec vos doigts, ils vont vous le voler. Alors, tous les papiers, là, les promesses... Voilà, tout ce qui est virtuel et papier... De l'or en papier, la promesse de vous donner un terrain au bout de tant de temps, ces choses-là. Le terrain est à vous, il est enregistré à votre nom, il est à vous. Par contre, n'oubliez pas une chose, tout ce qui est immobilier, quand ils sont plus capables d'aller chercher de l'argent parce que tout le monde est pauvre, ils taxent l'immobilier. Mais c'est mieux d'être taxé sur l'immobilier que de se retrouver avec rien. Des enfants, mais ça c'est un peu tard pour la plupart des gens, les enfants font vivre les vieux. Alors comme il n'y aura pas de pension, il y a un paquet de vieux qui vont aller vivre chez leurs enfants, comme ça a toujours été le cas, parce que c'est les jeunes qui font vivre les vieux. Quand l'économie va bien, ça passe par le gouvernement, les jeunes mettent de l'argent dans le fonds ressort pour les vieux. Quand vous êtes dans une situation comme dans les années 30, ben, il n'y en a plus de fonds ou il y a un fonds. Moi, je dis souvent aux gens, ils vont vous le laisser, votre 100 000 € de pension. Non seulement ils vont vous le laisser, ils vont monter à 300 000 € votre pension de retraité. Mais ça va valoir 1 000 $. 1 000 €, 500 $. Et c'est ça le 100 trillions de dollars zimbabwéens. Vous voulez que je fais pas... C'est-à-dire qu'on sera tous milliardaires, mais en réalité, ça ne vaudra rien. C'est le seul pays, le Zimbabwe, où il y avait des millions de trillionnaires. C'est le seul pays. Écoutez, je parlais des chiffres étonnants. Il y a un chiffre qui commence à apparaître, des quadrillions. Des quadrillions, là, c'est 1 million de milliards. Bon, ça a commencé en yens. La dette du Japon est de 1,3 quadrillion. Les 300 trillions de dollars de dette sur la planète entière, ben, c'est un tiers de quadrillion. Il y a des chiffres qui se mettent à apparaître, là, commencent à ressembler au Zimbabwe. Puis, c'est pas quelque chose, c'est pas un plan. C'est pas un plan. Comme Bill Gates, il dit, il pense que la population humaine va tomber à 500 millions. Je suis un peu d'accord avec ça, mais c'est pas un plan. Moi, je suis pas Dieu le Père, pas Adolf Hitler. Moi, je suis très, très, très bon pour dire 2 plus 2, c'est égal à 4. Moi, je suis très bon là-dedans. Excellent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pas le faire parce qu'ils disent
2 plus 2, ben, ça ne m'intéresse pas de savoir. Ça ne m'intéresse pas de savoir que c'est égal à 4. Mais moi, je le dis. Alors, il y a un voisin qui dit une fois, il était devant sa maison, puis il dit, bon, ben là, on va faire des réparations pour garder la valeur de la maison. Puis mon frère, il dit, ouais, mais ça, avec la crise qui s'en vient, on perd 80% de la valeur. Le gars, il regarde, mais pourquoi tu dis ça? Comme s'il était coupable. Mais non, il dit, il y a une crise. Est-ce que j'ai tort? Tant mieux. Mais on ne se trompe pas, là. La crise, elle est d'origine environnementale. Les êtres humains ont des appétits infinis. Le roi du Maroc avait, je pense, 14 châteaux. Je parle de la Sanne 2, là. 14 châteaux, puis il fallait qu'il entretienne tout ça, puis il fallait qu'il y ait des petites serviettes sur la table, des fois qu'il viendrait, puis il venait une fois tous les 3 ans. En tout cas, les gens sont comme ça. En tout cas, merci beaucoup, cher Jean-Jacques. On a passé 1h50 ensemble, formidable. N'hésitez pas, chers amis, à partager, à commenter, évidemment, à diffuser, parce que l'objectif, c'est de diffuser l'information qu'évidemment, les grands médias vous cachent, parce que vous n'entendrez pas ça ailleurs. Merci beaucoup, cher Jean-Jacques. Passez tous une excellente soirée et au prochain live.